Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 26 novembre 2025 et c'est un plaisir de vous retrouver sur votre matinale. Les antagonismes politiques font craindre parfois le pire quand s'approchent les élections. Comment éviter ou comment gérer les crises pré- ou post-électorales? Dans la rubrique Instant politique, nous en parlerons avec un expert justement chargé donc de gérer les crises électorales. Il se déroule dans notre pays dès demain les journées scientifiques de l'économie béninoise et à cette occasion, nous aurons donc un invité spécial à ces journées-là. Pour en parler, Patrick Diossou et son invité nous donneront des détails. Et puis vous savez, lors des matchs de football, ils ont un rôle déterminant à jouer dans la victoire ou l'échec de leur équipe. Je veux parler des supporters. Ce matin, nous recevrons pour vous le président de l'association des supporters de la diaspora du Bénin. Allez, on va écouter donc ce président qui va nous donner des détails sur la structure donc qu'il dirige. Ça va être avec Patrick Diossou. Mesdames, Messieurs, depuis hier, nous parlons donc, vous le savez, des AVC. Comment est-ce que l'on peut prévenir les AVC? Heureuse d'annoncer, dans la rubrique santé, nous donnera des détails. Mesdames, Messieurs, voici un peu l'ossature de l'émission du jour. Et le premier acte, vous le connaissez, c'est bel et bien l'information d'ici et d'ailleurs. Mais vous savez, mes coéquipiers sont là. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Bonjour Alain, bonjour le Bénin. Comment allez-vous? Parfait. De mon côté en tout cas. Ah oui. Mais comme tu es notre docteur, tu peux le dire pour nous aussi. Comment est-ce que quand je vois sa peau en toute direct. fraîche, Yes. c'est sa langue toute rose, Yes. je crois qu'elle se porte bien. Sans avoir fait des études en médecine, Elle a diagnostiqué. je crois qu'elle va avoir une vocation cachée. Là. Elle n'a même pas eu toucher la patiente. De loin. Mais sa voisine, quand vous regardez sa voisine, Bon, le sourire, déjà, ça règle beaucoup de problèmes de santé. Donc, comme elle a le sourire, elle a moins de problèmes de santé. C'est un médecin de télé, kinésithérapeute, je ne sais quoi. On va inventer le mot. non mais écoutez, ne vous fiez surtout pas à Heureuse. Et si vous avez un problème de santé, ne la consultez pas. C'est de loin, elle est même capable de vous consulter par téléphone. Ah oui, elle va faire téléconsultation. Non, bon. Patrick Diossou, bonjour. Oui, bonjour Alain, très heureux d'être à côté de Heureuse. Oui, Demain, il on est va vous heureux. changer de place pour vous voir si vous serez toujours heureux, si vous n'êtes pas à côté de génial. Heureuse. Ah oui, c'est vrai. Allez, merci beaucoup. Génial. Avec vous, nous allons avoir donc la primeur des informations de ce matin. Tout à fait, oui. On fera un tour au niveau de la 12e conférence des grandes chancelleries francophones qui arrive. Et justement, la vice-présidente est sur place. On fera le point juste après ça. Eh oui, voici donc, mesdames, messieurs, le tapis qui installe la voix la plus géniale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver en ce début de matinée en pleine mission de suivi pour la 12e conférence des grandes chancelleries francophones. La vice-présidente Mariam Tchabi Talata a été reçue par le président de la Guinée équatoriale. Une rencontre solennelle pour valider les progrès et apprécier les efforts du pays hôte. Reportage. Mariam Tchabi Talata Zimeyerima au Palais de la République de Guinée équatoriale. La vice-présidente, grande chancelière des ordres nationaux du Bénin, reçue en audience par le président Théodoro Obiangema Mbassoko, grand maître de la chancellerie équato-guinéenne. La grande chancelière du Bénin est allée faire le point sur l'état d'avancement des travaux de la 12e conférence prévue en février prochain à Malabo. Au cours de l'entretien, la vice-présidente du Bénin a exprimé sa satisfaction quant à l'organisation en cours. Elle a salué le sérieux et l'engagement des autorités équato-guinéennes dans la préparation de ce rendez-vous international qui réunira plusieurs pays de l'espace francophone. C'est donc dans le cadre de la tournée de préparation de la conférence de 2026 que je suis arrivée en Guinée équatoriale, rencontrer le grand chancelier de la Guinée équatoriale, mais aussi le grand maître des ordres nationaux de la Guinée équatoriale,
à savoir le président de la République de la Guinée équatoriale. C'est lui qui a bien voulu accepter que votre pays, la Guinée équatoriale, abrite la 12e conférence des grandes chancelleries francophones. J'ai tenu une séance de travail avec le grand chancelier de la Guinée équatoriale et je devais donc rendre compte au grand maître des ordres nationaux de la Guinée équatoriale du niveau de préparation de la conférence de 2026 et le remercier de vive voix pour avoir accepté abriter la 12e conférence. Je suis venue voir comment la Guinée équatoriale prépare la conférence de 2026. Et je vous avoue que j'ai été impressionnée et émerveillée par le niveau d'avancement des travaux. Tout a tellement été fait et bien fait que je peux dire que la Guinée équatoriale est prête à abriter cette conférence-là. Ces échanges cordiaux ont permis de renforcer la collaboration entre les deux nations autour de cet événement diplomatique d'envergure. Et après cette audience de haut niveau, cap a été mis sur le Centre international de conférence de Sipopo. La présidente de la conférence des grandes chancelleries francophones s'est rendue sur les lieux qui abriteront la 12e édition. Une visite pour apprécier les derniers réglages. Koudous Abdoulaye. Cette imposante infrastructure dédiée aux rencontres internationales a été choisie pour abriter les activités de la conférence. La vice-présidente de la République, grande chancelière des ordres nationaux, accompagnée de la vice-ministre des Affaires étrangères et du grand chancelier de Guinée équatoriale, ainsi que les membres de sa délégation, a visité les différents espaces du centre. Doté d'un auditorium de 2000 places et d'une salle de conférence pouvant accueillir 300 participants, le Centre international de Sipopo, situé à environ 17 km du centre-ville, offre des conditions optimales pour permettre à Malabo d'organiser avec succès la 12e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. Présentation du budget 2026. Le ministre de la Défense nationale s'est prêté à l'exercice. Alain Fortuné-Noatien a également défendu les priorités 2026 de son département. Je vous propose ici de l'écouter à sa sortie d'audience parlementaire. Ce budget comprend plusieurs volets, dont essentiellement 1. La formation des militaires, 2. Leur équipement et 3. Leur vivre, c'est-à-dire les mettre dans des conditions de vie et de travail pour leur permettre d'assurer efficacement leur mission qui est de défendre l'intégrité du territoire. Cette année 2025, le budget a connu une légère augmentation. Cette augmentation a été maintenue pour 2026. Quand nous avons présenté le projet de budget 2026, les honorables ont été, je vais dire, favorables. Ils auraient souhaité une petite augmentation sur ce budget, vu que beaucoup de défis restent à lever, surtout pour 2026. Place aux enjeux éducatifs. Plus de 4 milliards de francs CFA en plus pour les cantines scolaires en 2026. C'est l'une des données fortes du projet de budget présenté par le ministre Salimane Karimou devant les députés. Je vous invite également à le suivre. Voici sa déclaration après son exposé. Pour le compte de l'année 2026, le ministère des enseignements maternels et primaires est doté d'un budget de 210 milliards 69 219 000 francs CFA, et ceci permet de couvrir tous les programmes, les 3 programmes essentiels de ce ministère, à savoir pilotage et soutien au système, accès, équité et rétention, et puis qualité de l'enseignement. Et quand vous prenez le 2e programme, vous voyez déjà tout ce qui est lié aux infrastructures scolaires, vous voyez ce qui est lié à la mise à disposition des enseignants, que ce
budget-là a pris en compte et beaucoup plus tout ce qui est lié à la rétention. Et en termes de rétention, le gouvernement continue avec sa politique de cantine scolaire. Au niveau des cantines scolaires, il y a une augmentation sensible de plus de 4 milliards de francs CFA, ce qui permettra d'évoluer dans la couverture en cantine scolaire de nos écoles primaires publiques au Bénin. Direction Louémé, plus précisément Dangbo, première commune de ce département à accueillir les émissaires venus présenter les nouvelles dispositions adoptées par les députés, dispositions relatives à la Constitution. Michel Egbe, Vitis Aoré. En langue nationale, les raisons de la révision de la Constitution intervenue le 15 novembre 2025 à l'Assemblée nationale sont expliquées à la population de Dangbo. Députés, maires, ministres du gouvernement et ministres conseillers prennent tour à tour la parole pour apporter des éclaircissements sur les nouvelles dispositions introduites dans la loi fondamentale, notamment l'institution du Sénat. Des explications qui ont suscité intérêt et enthousiasme dans l'auditoire de Dangbo. Ces questions et préoccupations sont relatives au mandat de 7 ans pour le président de la République, les députés à l'Assemblée nationale et les maires. Aujourd'hui, notre Constitution se sent à l'aise parce que tout ce qui a été analysé, tout ce qui a été pratiqué, on peut dire que le pays est en sécurité. Depuis notre indépendance, c'est pour une première fois, nous avons un bureau comme le Sénat qui pourra enfin délivrer notre peuple. Et je suis très fier de cette initiative. Les honorables ont fait un travail magnifique parce que la stagnation est un danger. Si nous devons faire du surplace, ce n'est pas très bien. Nous devons évoluer, tout est dynamique. Et je pense que les expertises qui sont venues donner aujourd'hui doivent permettre à chaque citoyen de savoir désormais les amendements qui sont apportés à la loi fondamentale. Je pense que c'est une séance très essentielle. Femmes, jeunes, sages et notables de la commune de Dangbo approuvent par ses mains levées la révision de la Constitution. Pendant ce temps, le mois de novembre dédié à l'entrepreneuriat s'achève en beauté avec les journées de l'écosystème entrepreneurial cumulées à la 3e édition des rencontres des entreprises de l'économie sociale et solidaire. 3 jours pour connecter acteurs, idées et innovations à Cotonou. Un accent particulier sera mis lors de ces 3 jours sur toutes ces innovations inclusives qui dynamisent le secteur de l'entrepreneuriat béninois. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Ici, l'entrepreneuriat s'invite au cœur des débats. Durant les 3 prochains jours, nous allons avoir plus de 450 participants par jour et qui viennent de tout le territoire national et ces derniers participeront à des panels, masterclass, speed coaching, expositions, rencontres B2B. Porteurs d'idées, structures d'accompagnement et collectivités locales se réunissent pour partager leur expérience. Il n'est pas nécessaire d'aller courir derrière le monde. Regard croisé, l'entrepreneuriat comme levier du développement économique local. C'est la thématique qui aura marqué cette plénière d'ouverture. Donc si je viens voir comment les choses se passent ici, l'écosystème entrepreneurial au Bénin, les difficultés, les challenges et surtout les opportunités de partenariat qui peuvent sortir de ces journées, c'est ma motivation première et voir comment m'inspirer des entrepreneurs locaux d'ici et surtout pourquoi pas essayer d'aller mettre en place ce que je vais voir ici, innover un peu au Mali. L'année dernière j'y étais également, donc j'ai beaucoup de contacts que j'ai nourris puisque ces journées-là regroupent énormément de personnes qui viennent un peu partout du monde pour m'inspirer de leur créativité, de leur innovation et essayer de mettre ça en pratique, que ce soit du côté du slam ou de ce que j'entreprends en tant que slammer. On l'a compris, cette 2e édition des journées de l'écosystème entrepreneurial s'impose comme un rendez-vous stratégique pour stimuler l'innovation, mais également pour permettre de mieux intégrer le secteur entrepreneurial au Bénin. Place à la créativité et à l'identité culturelle. Parakou a rayonné le week-end dernier avec la 3e édition de la Nuit des tresses africaines, un hommage aux coiffures traditionnelles, à leur esthétique et à leur histoire. Jusqu'à Akovi à Filalou Tchalidji.
Les bénédictions du roi de Parakou, Sa Majesté Akpaki Gobinyense, ouvrent officiellement la 3e édition de la Nuit des tresses africaines. Le public mobilisé autour de l'événement découvre les richesses culturelles du Bénin à travers des coiffures authentiques et chargées de symboles. Vraiment, je n'ai plus de mots. Vu le monde qui est envahi de partout, j'ai compris que je ne suis pas la seule à dire assez, à accepter maintenant nos cheveux crépus, nos traditions. C'est l'utilisation de ces produits défrisants qui cassent aujourd'hui les cheveux. On constate qu'il y a des femmes chauves aujourd'hui. La soirée est rythmée par 3 grandes parades. Les tresses traditionnelles, modernes, puis celles issues des couvents. C'est très bon, j'ai beaucoup aimé. C'est très bon, c'est agréable, c'est magnifique. Ce qui m'a marqué particulièrement, c'est la mise en valeur des cheveux naturels. Et j'ai beaucoup aimé les tresses que j'ai vues, les cheveux crépus, surtout le micro fait en forme de cheveux, c'est très beau. Ce qui m'a plus impressionné, c'est l'inspiration. L'inspiration dont elle dispose, l'inspiration dont elle fait preuve sur les travaux et sur les modèles qu'elle a présentés. La promotrice appelle à un accompagnement plus marqué du ministère de la Culture pour soutenir cette initiative de valorisation des tresses africaines. La soirée s'est achevée en beauté avec plusieurs prestations de musique traditionnelle. On fait le point des marchés ouverts du jour. Voilà, ce sera tout pour ce bulletin. Merci de l'avoir suivi, Alain. Merci à vous, génial. Ce qui m'a intéressé dans votre bulletin, c'est le festival des tresses. Je savais. Ah ouais? Mais comment vous avez fait pour savoir? En fait, on avait déjà eu à diffuser un élément toujours dans le bulletin. Oui. Mais cette fois, c'était les vêtements, mode. Et quand on a fini, vous êtes remonté dessus en même temps. Donc, quand j'ai vu ça tout à l'heure, tout ce qui est mode. Il n'est pas très fan. En fait, il fait de l'ironie. Il trouve que ça sort de... Enfin, c'est comme si c'était un truc genre ovni, quoi. Donc, dès que de Mathusalem que tu ramènes. Dès que j'ai vu tout de suite, je l'ai regardé, je me suis dit, ça va venir. C'est vrai, et ça n'a pas raté. Mais ce qui m'a déçu un peu, c'est que, enfin, peut-être que j'étais présent, mais je n'ai pas vu dans les images le tokor, les hatings. C'est vrai qu'on n'a pas vu. Mais est-ce que ce n'était pas plus des... Style Peul, je pense que je vais faire Hatin là. Oui, pour des nattes. Ici. J'ai bien envie de faire Hatin là. Coiffure de tresses d'époque, mais c'est le docteur Hatin qu'on connaît. À côté. Dans Longbedi. Voilà. Il y a des connaisseurs. Ah oui. Elle a des cheveux courts, mais elle connaît. Qui n'a pas fait ça quand il était petit? Anglais sur nous maintenant. Ah ben vous voyez, c'est ça que nous voyons à l'antenne, les coiffures simples. Mais l'autre chose, il y a un modèle là, le micro. Mais je me demande si la dame ne supporte pas un poids. Non, mais souvent, en fait, je me suis demandé souvent pour ce genre de défilé, ils font des coiffures artistiques. Okay. Donc c'est ça pour les défilés. C'est comme pour les défilés de mode aussi. C'est juste de façon artistique montrer la créativité, l'esprit créatif des artisans. Oui, mais attendez, Ghislaine. Oui, voilà l'antenne, le micro. C'est quoi l'intérêt d'un festival si c'est pour juste créer des choses comme ça? Non, c'est de je suis d'accord, mais l'autre panel, c'est qu'il faut quand même penser à ce que les gens peuvent adopter pour tous les jours, non, mais par exemple. Je suis sûr que si on va au fond, si on avait suivi réellement le défilé jusqu'au bout, tu vas voir, il doit y avoir forcément un ou deux mannequins qui ont porté les coiffures là, de façon, ils le font souvent. Je vous imagine avec le micro sur ce plateau. En fait, ça va être compliqué. Ça a soulevé un aspect pertinent. Je me suis toujours interrogée là-dessus. Les défilés de mode et tout, par exemple. Il y a, par exemple, il y a des créations, tu te dis, mais va porter ça. Non, mais ils le font. C'est la création. C'est juste montrer l'esprit créatif. C'est conserver puisque ça n'achète pas ça. Non. C'est conserver non, quelque chose. Maintenant, on invite, on invite souvent à cette défilé, vous allez voir, on invite les cinéastes, ceux qui sont dans l'industrie, les réalisateurs. Ça leur donne des idées sur... Voilà. Par exemple, quand les films de Béanzin qui sont en train de faire aujourd'hui, ou bien de Tassi Rangé, vous allez voir,
ça donne des idées à la création, à comment habiller des acteurs, de créer un peu un film ou ça. C'est de l'art. J'insiste, Madame Danone. Et les artistes sont toujours dans un autre monde, en quelque sorte. Mais moi, j'insiste sur quelque chose. Quand vous faites un festival, c'est que vous visez après un changement de comportement. Nous dénonçons ici l'utilisation des mèches artificielles, des mèches humaines, parfois venues dans on ne sait d'où. Mais si vous faites un festival comme ça, c'est que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, de commencer par remarquer que dans la circulation, dans l'administration, au niveau des femmes, ça commençait par changer un peu. Et là, l'impact est mesurable. Oui, mais vous savez, ce qu'on nous a montré, si vous êtes intéressé par quelque chose, là, on peut, en quelque sorte, atténuer l'agressivité. Maintenant, si vous avez envie de sortir vous faire un modèle en ville, mais ce qui est sûr, c'est une question de choix. Mais les artistes, ceux-là qui sont vraiment professionnels, lorsque vous allez, je ne vais pas appeler ça peut-être leur loge ou leur antichambre, vous verrez collection de telle année, collection de telle année, collection de telle année. Et vous allez voir, c'est immense. C'est immense. Ce n'est pas forcément pour vendre, mais pour montrer... La créativité. Oui. C'est pas pour rien qu'on les regardez ça, par exemple, ce qui passe à l'antenne, là. La dame, je me demande si elle voit. Est-ce qu'elle voit? C'est comme une cage. Mais devant elle et derrière elle, ce sont également des coiffures. C'est elle qui m'intéresse. C'est elle qui m'intéresse. Mais non, elle voit. C'est comme un filet. Elle voit à peine. Ça maintenant, je peux le faire si vous m'y autorisez. Ça va être scandaleux. Elle risque de nous faire fuir. Allez, bon, de toutes les façons, comme vous l'avez dit, c'est aussi de la création. C'est de l'art et tout le reste. Mais bon. Sinon, s'ils ne font pas ça, pourquoi ils sont des artistes? Voilà, et puis nous, on suggère aux organisateurs de penser, de miser sur dans l'art. La créativité qui et ce que dit Alain n'est pas totalement faux. Et surtout quand on parle des cheveux, c'est sur la tête et tout. Mais quand on se retrouve avec des stylistes, vous voyez ce qu'on voit avec les défilés de mode. Parfois je me demande, nos enfants déjà ils copient sur les artistes, on a du mal. On les amène au défilé de mode, ils vont regarder ça. Mais on prend le temps de le leur expliquer. Mais est-ce que vous avez remarqué, pour clore peut-être ce sujet, est-ce que vous avez remarqué que à l'avènement du président Patrice Talon en 2016, quand vous avez remarqué l'habillement et le style de la première dame Claudine Talon, est-ce que vous avez remarqué que ça a déteint sur les femmes Oui. La petite robe, les cheveux nappis, c'est qu'elle s'habille de manière sélecte. Oui. Ce n'est pas de l'extravagance. Non. C'est sobre, mais elle est grave dans la simplicité. Oui, c'est justement ça, select. Quand c'est comme ça, toutes les personnes admirent. Parce qu'il n'y a pas d'extravagance. On ne et dans le même temps, elle participe à ce genre de défilé. Regardez la ministre par exemple, son style de coiffure. Même la ministre de l'économie numérique. Oui. J'avoue que surtout le modèle de la première dame est venu comme corroborer l'éducation qu'on essaie de donner à nos enfants, nos jeunes filles aujourd'hui. Savoir s'habiller, se mettre simple pour être à l'aise. Moi, j'ai l'habitude d'expliquer que on dit non, comment une première dame peut s'habiller. Vous avez dit son style d'habillement, c'est par rapport à ce qu'elle veut être. C'est pas qu'elle ne sait pas s'habiller, c'est pas qu'elle n'a pas les moyens d'aller se mettre, montrer les extravagances. Vérifier le coût de cette tenue aussi simple qu'elle soit. C'est de bons tissus, tout ça. Donc, elle se sent à l'aise, elle s'affirme. C'est sa façon à elle de s'affirmer. Et moi, toujours quand je veux parler aux jeunes filles, il faut savoir s'affirmer de par d'abord votre comportement. Et comment vous vous habillez, vestimentaire. Regardez, avant elle, l'ex-première dame, Chantal Yahi, c'était signé chez M. Rouyovi, du début jusqu'à la fin. Donc, c'est aussi une manière de déposer exactement. Donc, et je crois que la première dame, Claudine Talon, est habillée par une créatrice d'ici, Pépita. Donc, il y avait 17 filles au départ et puis Pépita. Donc, elle se fait habiller par des créatrices.
bien. Bon, ok. Maintenant, qui est-ce qui va m'habiller? Moi, je fais comment? Hier, c'était alerte non, j'ai pas encore créé mon industrie de mode. Aujourd'hui, c'est l'alerte habillement. Ah, mais non, c'est important, hein, parce que là, lundi, mardi, mercredi, on va être en costard, cravate et tout, mais après. Et puis moi, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc voilà. Ils sont pleins, il y en a. Non, mais moi, ambassadrice, donnez-moi les moyens. Non, mais votre argent, mais vous me donnez les moyens et puis je vais à la quête des partenaires pour vous. D'accord, ok. Un homme, une mission, des hommes et des moyens. Et elle insiste sur les moyens. Les moyens. Donc on va faire la quête pour qu'elle puisse aller à la quête. Merci. Bon, de toutes les façons, ça rentre un peu dans l'économie, là, et puisqu'on va voir un peu si les économistes vont nous aider on a dit économistes, ils sont très économes. Mais ils sont stratèges. Même s'ils ne sortent pas l'argent, ils vous montrent comment aller chercher l'argent. La science de l'économie béninoise, c'est vrai qu'on va faire tout à l'heure. C'est pas un paradoxe, ma chère, c'est ça. Dans le monde des finances. Allez, génial, Afona, merci beaucoup. Je pense qu'on va. Et il n'y a pas un seul qui fait l'exception. On n'a pas fini. Non, on va en parler. Allez, merci à vous. Allez, on se retrouve demain. Et demeurez toujours génial. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, nous embrayons sur la rubrique événements. À la une avec Patrick Dessous, où nous parlerons donc des journées scientifiques de l'économie béninoise. Qu'est-ce que cela veut dire? Quels sont les objectifs? Et surtout, le clou de ces journées-là. On va installer Patrick avec ceci. Patrick, Lin, Dessous, Gérard, je mélange tout comme d'habitude. Bon, c'est pas grave. C'est la même personne. Alors, à nouveau, bonjour. L'ingérable Patrick Diosso ou Patrick l'ingérable Diosso, c'est la même personne. L'ingérable. Oui. Mais on te gère quand même. Oui. On arrive à me gérer. L'ingérable, enfin, c'est l'important en fait. Ceux qui savent le faire. Allez, vous avez décidé de nous parler des journées scientifiques de l'économie. Oui, les journées scientifiques de l'économie, c'est une initiative du ministère de l'économie et des finances, le ministre d'État, et nous avons avec nous le directeur général de l'économie. Directeur général de l'économie, M. Aristide Médénou, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Médénou. Vous êtes l'exception qui fait la règle. Pourquoi tu veux dénoncer? Je ne voyais sourire dans les coulisses quand nous avons abordé le débat. J'étais très contente que le financier soit là. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous souriez, donc vous savez la question que je vais vous poser. Pourquoi vous les financiers là? Vous ne sortez pas l'argent. Ok, alors je vais l'expliquer. Donc il confirme déjà. Je vais l'expliquer parce qu'en fait, l'économie, c'est une science qui consiste à utiliser des ressources rares, qu'on a de façon limitée, pour gérer des besoins en griffe illimitée. Et donc, lorsque vous avez des ressources limitées, vous avez en face de nombreux besoins, vous êtes obligé d'être assez prudent dans la gestion. Pourquoi vous êtes prompt à encaisser les sous et difficilement vous les sortez? Alors, on ne prend pas encaisser parce que l'économie a besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour construire des infrastructures, pour financer l'éducation, la santé. Et on en sort difficilement parce qu'il faut veiller à ce que ce qu'on dépense soit efficace, c'est-à-dire que les objectifs soient atteints. Et on nous dit souvent que le financier est différent de l'économiste. Oui. Que le financier sort beaucoup plus l'argent. Alors, le financier, comme le mot l'indique, il gère la finance, donc l'argent, etc. L'économiste n'est pas financier forcément. L'économiste est celui qui regarde les activités économiques. Alors vous êtes peut-être dans le business, voilà, comment est-ce qu'on va vous accompagner pour que votre activité prospère? Parce que c'est de l'économie que vient la finance. C'est compliqué. Comment est-ce qu'on peut vous tasser aussi? Moi, je ne suis pas... Comment est-ce qu'on peut vous tasser aussi? Tout le monde a le devoir de contribuer à la mobilisation des ressources. Il a tout fait pour nous envoyer. Pardon, j'ai donné. Alors, demain et après-demain, demain 27 novembre et après-demain 28 novembre 2025, nous avons une activité qui va se dérouler au Bénin, une activité qui va réunir le gratin
du monde économiste, oui, donc de ceux qui font partie de cette économie. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette journée dite journée scientifique de l'économie? Alors, je vais d'abord expliquer la motivation de cette journée. Cette journée vise en fait à communiquer, créer un vase communicant en deux mondes qui ne se parlaient pas beaucoup. Le monde scientifique, donc composé d'académiques, d'universitaires qui font des travaux de recherche pour les décideurs, mais ces travaux restent souvent dans les universités et ne sortent pas. Et celui des décideurs, de ceux-là qui appliquent normalement, mais qui n'ont pas forcément accès aux résultats de recherche. Donc nous avons voulu créer un pont entre ces deux mondes, permettre à ces deux entités de se parler. Donc la journée scientifique de l'économie béninoise vise cet objectif-là. Et ces journées, cette année, ont une particularité, c'est que nous recevons le prix Nobel d'économie 2024, M. James Robinson. Donc c'est un Américain venant de l'Université de Chicago et qui est déjà au Bénin pour participer à ces journées. Et nous avons la crème des économistes du monde qui participent à ces journées. Oui. Alors, la crème des économistes du monde pour une journée au Bénin, vous avez, avec le prix Nobel au Bénin. Et qu'est-ce que le Bénin va gagner concrètement? Alors, d'abord, cela montre que le Bénin est un pays crédible. Quand des gens de ce rang viennent dans un pays, ça veut dire qu'en fait, déjà, on apprécie ce qui se fait dans le pays. Le prix Nobel il a dit qu'il a lu sur le Bénin, il est impressionné par ce qui se passe au Bénin, les changements. Et il a même dit que le Bénin mérite qu'on parle beaucoup plus de lui en tant que pays. Donc ça montre que notre pays est un pays crédible, mais aussi et surtout lorsque vous avez la chance d'avoir des scientifiques de ce niveau dans votre pays, qui discutent des défis que vous avez dans votre pays et qui sont peut-être partagés avec d'autres pays, ça vous aide aussi à améliorer vos politiques économiques. Donc, ils vont pouvoir faire des suggestions, des recommandations qui seront très utiles et qui vont certainement affecter notre pays à l'application. Oui, les recommandations. Et qu'est-ce qui sera fait? Comment on va utiliser ces recommandations? Elles vont rester au niveau tiroir ou elles seront utilisées pour que le bas peuple, le béninois lambda, puisse sentir ces recommandations dans le palais de la ménagère? Alors, le défi pour nous, c'est vraiment d'utiliser les résultats de cette journée scientifique pour pouvoir améliorer la prise de décision dans notre pays. Donc, nous allons faire remonter ces recommandations-là à nos autorités. Et je voudrais dire que les jeunes de cette année vont discuter sur les institutions. Le rôle des institutions. Et le prix Nobel, James Robinson, en fait, il a eu son prix Nobel justement en travaillant sur comment les institutions contribuent à la prospérité des nations. Vous devez savoir, une petite parenthèse, qu'il y a deux facteurs qui impactent le développement d'une économie à long terme. Je ne parle pas de à court terme, à long terme. Le premier, c'est la qualité du capital humain, donc la formation qu'on dispense dans le pays. Et le deuxième, c'est la qualité des institutions. Quand on a des institutions solides, stables, ça crée le développement. Et ça, c'est un sujet que nous allons approfondir lors de ces journées scientifiques. OK. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des thèmes, des thématiques par rapport à cette journée? Et puis, ça va être votre mot final pour cette entrevue? Oui, le prix Nobel va délivrer une communication qu'on appelle dans le jargon une communication inaugurale sur l'Afrique dans l'histoire du monde. Donc, comment est-ce que l'Afrique a contribué à l'histoire du monde. Et aussi, nous allons discuter de comment des outils techniques, quantitatifs peuvent être utilisés au plan historique pour raconter l'histoire. Voilà, donc, et nous avons aussi la chance, comme nous faisons venir des écoles de très haut rang, venant d'universités de renom au plan mondial, ils vont aussi délivrer des formations à nos jeunes pendant 2 jours. Alors, moi, je voudrais bien poser une question. Vous avez parlé du gratin, du monde économique et tout le reste, les scientifiques, les académiciens. Est-ce que vous avez pensé aux opérateurs économiques, ceux qui font tourner l'argent que vous êtes prompt à prendre, difficilement à donner? Oui, bien sûr. En réalité, nous avons invité plusieurs structures, voilà, et
Nous avons un total de plus de 400 personnes inscrites. Et donc, il y a effectivement des académiques, mais il y a aussi des gens venus du secteur privé, de l'administration et autres. Mais je veux bien comprendre pourquoi le choix de ce thème-là. Est-ce pour pouvoir avoir le prix Nobel ici au Bénin ou parce que l'État est dans une dynamique aujourd'hui de rendre ces institutions béninoises budgétivores plus productives? Alors, le choix de ce thème pousse d'abord ce que j'ai expliqué. L'an dernier, nous avions parlé du capital humain. Oui. Et donc, la suite logique, c'est les institutions. Voilà. Donc, c'est ça. Il se fait que le prix Nobel a travaillé sur le sujet. Il se fait que la stabilité des institutions, la qualité de ces institutions est une préoccupation aussi pour notre gouvernement. Donc, c'est ce qui a justifié le choix de ce thème. D'accord. Parfait. Eh bien, si vous avez un mot de fin... Oui, le lieu de... Comment ça va justement Alors, vont se dérouler les journées. Merci beaucoup. Les journées vont se dérouler à l'hôtel Sofitel, donc en matinée et dans les après-midi au Gordon Tulip. Il y aura une retransmission en direct sur le site internet du ministère de l'économie et des finances, donc sur de la direction générale de l'économie. Malheureusement, nous n'aurons pas assez de place peut-être pour accueillir tout le monde en présentiel, mais tout le monde pourra suivre ces journées-là sur Donc tout le monde Internet. est attendu ou uniquement les spécialistes en la matière et les étudiants en économie? Tout le monde est attendu. Si vous souhaitez participer à ces journées, vous serez vraiment la bienvenue. D'accord. Super. Merci beaucoup. Merci Merci bonne beaucoup. journée. Grâce, réfléchissez à comment sortir beaucoup plus l'argent quand on en a besoin. Comme vous l'avez dit, maintenant j'ai bien noté. Je vous informe d'office, rien ne changera. Surtout pour cette émission et l'équipe de BLB, on en a besoin. D'accord. Le ministère des Finances, c'est de trouver des moyens de du canard. Ça ne mouillera, ça ne va rien mouiller. Si vous êtes aussi pessimiste, ça ne va pas marcher. Nous, on a besoin, par exemple, d'un gros pick-up ici. On a besoin de véhicules pour notre équipe. Il faut étudier si c'est sera rentable. Et là, vous l'aurez. J'aime beaucoup son pragmatisme. C'est vous qui avez... Merci de vous sortir de nos rêves. Allez, mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous vivons ici sur ce plateau, c'est la joie, c'est la convivialité. Merci à Patrick, on va recevoir son deuxième invité puisque nous l'avons dit en introduction, lors d'un match de football, on ne peut pas avoir un bon match, une bonne compétition uniquement avec les joueurs. Il faut le 12e homme, comme vous l'avez dit. Le 12e homme. Le 12e homme, et certains disent que c'est le joueur le plus habile. Parce qu'il connaît tous les joueurs. Les meilleurs joueurs, oui. Et puis, il sait comment dribbler déjà de sa place. Il sait pas où le ballon devait passer. Il sait le pied qui devait jouer. Le pied qui devait jouer. Et parfois, il joue et puis il envoie le pied derrière. Enfin, bon, alors, vous l'avez si bien dit. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous donc M. Loïc Folaran, c'est bien ça. M. Loïc Folaran. Voilà. Allez, la confusion est vite arrivée. Allez, bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Bonjour le Bénin, bonjour à tous. Bonjour. On aime bien votre t-shirt. C'est bien joli. Merci bien. D'ailleurs, il y en a pour ma taille. Bien sûr, il y en a de toutes les tailles et pour toutes les personnes. Non, je parle de moi précisément. Vous voulez transformer tout en supporter? C'est l'objectif. C'est l'objectif. La prochaine fois que vous allez venir, vous venez avec les t-shirts et puis on va se changer. On va se changer. Vous allez nous apprendre les slogans, les chants qu'il faut. Et puis, nous on aime quand on réussit à nous avoir là. Il n'y a pas meilleur supporter que nous. Je vous assure, M. Folaran, si tout ce monde-là se met dans votre équipe, les Guépards vont gagner. Vont gagner, c'est sûr. Vous n'avez pas encore eu. L'objectif est clair. Alors, Patrick, oui, à vous. Vous êtes le vice-président de l'association de l'ASBD. C'est exact. Oui, l'association des supporters de la diaspora. Les supporters béninois de la diaspora. Les supporters béninois, les supporters béninois de la diaspora. Alors, qu'est-ce que l'ASBD? Pourquoi supporters béninois de la diaspora? Vous êtes tous installés hors de l'extérieur du pays. Oui, c'est ça le concept, mais de base, il faut savoir que nous sommes tous béninois et nous avons voyagé dans le cadre soit des études, soit dans le cadre de différentes opportunités. Oui. Et à cet effet, avec notre passion pour le football et plus généralement pour le sport, nous avons jugé intéressant de mettre en place une association afin de montrer notre soutien indéfectible aux Guépards,
d'un côté, ensuite à tous les sportifs béninois, que ce soit par les différentes disciplines, lors des échéances internationales du Bénin, dans le cadre de différentes activités. Oui, lors des échéances internationales. Donc, ce n'est pas simplement pour le sport, pour le football. Non, ce n'est pas uniquement pour le football. Ok, d'accord. Sinon, je me disais, et pour les prochaines échéances, les prochaines phases de la CAN, c'est le 23 et le 27 décembre. Le 23 décembre, le 27 décembre et le 30 décembre. Et le 30 décembre. D'ailleurs, nous organisons justement une mobilisation dans ce sens pour représenter vaillamment le Bénin de par la diaspora française et la diaspora européenne de manière générale au Maroc pour cette édition de la CAN. Oui, justement, parlez-nous de cette mobilisation. Une mobilisation qui a eu comme titre le 12e homme marche. Oui, la marche du 12e homme. La marche du 12e homme. Donc pour contextualiser, déjà il faut savoir que le football, vu qu'on a 11 joueurs, le 12e homme est désigné pour représenter les supporters. Donc à cet effet, nous avons décidé d'organiser une marche, donc une grande mobilisation internationale. En un premier temps, donc que ce soit des Béninois de la diaspora, des Béninois issus de toutes les contrées, nous sommes tous invités à être présents le samedi 29 novembre à 6h30 à la place de l'Amazon pour défendre nos couleurs, c'est-à-dire montrer notre soutien au Guépard, parce qu'en un premier temps, de par la montée des réseaux sociaux et tout ce qu'il y a sur le web, il faut savoir que toute information pollue, comme ça peut être également un avantage ou une bonne information pour un sportif. À cet effet, nous avons jugé intéressant de nous mobiliser pour montrer que nous sommes tous derrière eux, que nous ne formons qu'un et que nous sommes avec eux jusqu'au bout du chemin. Donc pour qu'ils empruntent ce chemin pour le Maroc, nous sommes présents dès le début, nous serons avec eux tout au long du parcours. Alors, c'est bien de soutenir les guépards, mais dans la réalité, quand vous voyez un peu les déboires des guépards de ces derniers temps, en tant que supporter, qu'est-ce que cela vous suscite en vous? Et est-ce que, fort de cela, vous menez des démarches envers la fédération, par exemple, pour leur proposer des stratégies pour que l'équipe quand même puisse gagner, même si ce n'est pas à tous les coups, de gagner réellement et d'être présente dans les compétitions internationales? Je vous remercie pour cet aspect que vous soulevez qui est très intéressant. Il faut savoir qu'en un premier temps, nous avons vraiment décidé de nous mobiliser quel que soit le contexte. Et là, si je pars des bilans des récents matchs, il faut savoir que le Bénin a vraiment quand même montré une très bonne image à l'international depuis 2 ans, à travers déjà la restructuration de l'équipe. Nous avons perdu certains cadres, mais nous en avons gardé également certains. Et on a beaucoup plus de joueurs affûtés et plus disposés également à jouer dans beaucoup plus de grands clubs. Et ça passe déjà par un travail effectué par la fédération pour mettre en avant les joueurs béninois. Et chacun de ces joueurs travaille également son aspect technique, son aspect professionnel et également tout ce qu'il pourrait apporter, non seulement pour le Bénin, mais également pour le club auquel il appartient. Donc cela nous a permis de rivaliser face à la Côte d'Ivoire l'année passée en 2024, ce qui était le premier match de la Côte d'Ivoire championne d'Afrique 2024 à l'international. Et durant ce match, nous avons quand même vu que nos guépards étaient très affûtés, très concentrés et très impliqués. Nous avons également pu accrocher le Sénégal l'année passée et avoir plusieurs échéances, notamment battre le Nigeria d'ailleurs dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde, lors des échéances à l'aller. Et cela a permis quand même de voir qu'on a une équipe beaucoup plus structurée, beaucoup plus organisée qu'il y a plusieurs années. Et ça rentre quand même dans la dynamique de tout ce que le gouvernement met en place, notamment pour montrer que nous sommes vraiment sur la bonne route, sur la bonne voie, afin d'être totalement développés comme il le faut. Mais est-ce que vous avez une relation avec ou une collaboration avec l'association déjà existante, l'association nationale des supporters du Bénin? Oui, nous sommes. Il n'y aura pas chevauchement par hasard? Non, pas du tout. Il faut savoir qu'avant que notre association soit créée juridiquement en France, nous avons été affiliés au CNSB, le Conseil national des supporters du Bénin, avec le soutien de la Fédération béninoise de football et du ministère des Sports. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec ces différentes structures. Donc ce n'est pas une structure née au hasard comme ça? Non, pas du tout. Ça a été bien structuré, bien pensé, et tous les différents représentants tous les différents représentants et acteurs du sport béninois sont actifs et savent clairement pourquoi l'association a été créée, ainsi que les membres qui font partie de l'association. Et les activités, vous les menez ensemble? Oui, nous menons ces activités ensemble. Il n'y a pas cette activité que l'ASBD organise sans informer ces différentes structures. D'ailleurs, il en est le cas pour cette marche que nous organisons le 29 novembre. Nous avons d'un côté le 12e homme se met en marche. Exactement, comme vous l'auriez si bien dit.
Donc il faut savoir que le CNSB sera présent également, des représentants également du ministère des Sports. Et il faut savoir que cette marche a été organisée par la SBD, mais également par Global Sports Management, qui est une structure très active dans le sport béninois depuis déjà plusieurs années, et aussi par le 11 du Bénin, qui est un média très connu pour relater les différents aspects par rapport au foot béninois. D'accord. Okay. Alors donc, le 29 novembre 2025 à 6h30, c'est ce qui est rendez-vous à 6h30 à la place de l'Amazon. À l'esplanade de l'Amazon. C'est l'expression, mais esplanade de l'Amazon. Mais moi, je me demande, le 12e homme n'était pas en marche? Le 12e homme il était assis. Par contre, il y a eu quelques différends ou quelques divorces entre le public béninois et les sportifs. Justement, comment est-ce que, en tant que structure supporter des Guépards, des Guépards, toutes disciplines confondues, vous pensez réconcilier le public avec le monde sportif? Cela passe déjà par justement cette marche, ce soutien, et également tout ce que nous allons relayer derrière comme information. Il faut savoir que cette marche sera filmée à travers des drones et d'autres caméras, donc tout cela sera mis en avant et tous nos Guépards pourront prendre connaissance de cela. Tous les Béninois à l'international pourront prendre cela et mentalement cela joue et travaille également dans la confiance et dans l'assurance qu'ils auront au moment opportun. Moi, je pense que c'est d'activités de marche qu'on a besoin, comme la marche verte pour l'environnement et la marche pour soutenir la marche du cœur. Il y aura même la marche bleue, je crois, le 30 novembre. Pour la prostate. C'est genre d'initiative, surtout pour le sport béninois. Je pense qu'on a besoin vraiment de faire ce truc-là pour soutenir nos sportifs. Pour soutenir nos sportifs, le public doit vraiment être derrière les sportifs. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui au Bénin, l'État fait beaucoup pour le monde du sport. Et au niveau de toutes les disciplines, les choses se renouvellent. Les choses se renouvellent et il faut réellement que le public se réconcilie, aille vraiment, se décide maintenant à accompagner réellement ce terrain. Parce que le sportif sur le terrain, quand il ne sent pas le soutien du peuple, quels que soient les moyens qu'on met devant, on a peur. En fait, on a peur quand on est sur le terrain et de ne pas bien faire. Parce qu'on sait qu'on porte tout un peuple. Et quand on ne sent pas le soutien de ce peuple, la compréhension de ce peuple derrière, quel que soit l'élan que vous avez, quelle que soit votre forme physique, quel que soit votre talent, il y a quelque chose qui manque. Je vous le dis du fond du cœur. En fait, ce n'est pas que dans le foot, c'est pas que dans le sport, c'est dans tous les domaines. Et je sais qu'il y a même déjà eu des artistes de renom qui sont venus prester au Bénin. On dit, mais franchement, j'ai pu mobiliser ça. Le public béninois est un public très difficile. Je vous confirme, parce que j'ai suivi l'interview de Frédéric Ewi-Mewe, qui dit, mais écoutez, moi, quand je sors mes albums, je viens les tester à Cotonou. Si le public béninois le Béninois n'est pas hypocrite quand il veut te soutenir. Voilà. Il te soutient. C'est pour ça, dès que... Mais là, maintenant, on a besoin de soutien patriote. Il bon ou mauvais, il ne sent pas les applaudissements, il est découragé. Il a peur. C'est comme si, il y a quelque chose qui lui a manqué. C'est ça. Et vous avez beau être un piètre joueur ou acteur, dès que vous montez, que vous sentez que la foule vous supporte, mais vous découvrez un talent ou une énergie pas possible. C'est vrai. Vous décuplez votre talent. J'imagine notre l'âge national avec son basketball ou bien handball, porté par le public. Non, j'avoue sincèrement que c'est quelque chose. Ça ne s'explique pas. Pour avoir été franchement acteur athlète dans le handball, c'est quelque chose. Quand vous sentez qu'on a confiance en vous, qu'on vous soutient, non. Et c'est dans tous les domaines, comme vous l'avez dit. Donc, sincèrement, moi, je porte ce message, pas que je suis de cœur déjà dans la dynamique. Non, pas que je suis membre de l'association. Ils n'ont pas encore compté. Ils ne m'ont pas encore compté. Donc, j'attends qu'ils viennent se compter. Parce que c'est bien, ils vont amener les maillots et puis les formulaires. On va rentrer dans là, maintenant, je veux faire le pote voix, c'est avec beaucoup de plaisir. C'est la sportive qui parle. Il faut la comprendre. Non, mais franchement, on a besoin d'un peuple patriote. C'est-à-dire, quand c'est bon ou quand c'est mauvais, quand il tombe, il se relève, on doit être debout. Et on marche. C'est notre chose, en fait. C'est notre chose. Une équipe qui va pour une compétition, va pour le pays, va pour toute la nation. Je suis d'accord avec vous, mais après, vous n'allez pas dénigrer aux Béninois de manifester son mécontentement. Après le mécontentement, on n'a même pas besoin du mécontentement sur le terrain.
terrain. Sur le terrain, on vient pour supporter. Quand on tombe là, on supporte. Quand on gagne, on supporte. Ça aide aussi à se relever. Quand l'athlète commet erreur, tu continues de faire que l'insulter, mais il va aller derrière en erreur. Il va aller derrière en erreur. De toute façon, la marche du samedi prochain n'est pas une erreur, Patrick. Non, pas du tout. La marche n'est pas une erreur. Et je crois après la marche, il y a encore don de sang. Oui, après la marche, nous organisons justement avec la NTS, l'Agence nationale pour la transfusion sanguine, une campagne, donc une grande collecte de 200 poches de sang. Et il y aura également une grande sensibilisation sur l'importance de ce geste. Pour qu'au quotidien, certains Béninois pourraient le faire davantage afin de contribuer plus à sauver des vies. Super. Donc je crois qu'on a tout dit. La marche et le don de sang, pour l'Est, pour les Nous aurons également l'opportunité de voir à nouveau les différentes expositions effectuées dans le cadre du vernissage. Regard sur les éliminatoires CAN 2025 des Il y aura des joueurs. Et il y a une exposition. Malheureusement, non, parce que ça tombe plus sur une journée où ils auront tous des matchs en championnat de leur côté. Allez, d'accord, merci beaucoup. Pour résumer, on dira donc que samedi prochain, le rendez-vous est pris avec l'association des supporters béninois de la diaspora pour faire cette marche-là. Et tous les Béninois, ils sont conviés. Voilà. Merci beaucoup. Avant de le congédier, je voudrais juste une petite pensée pour des personnes qui ont disparu dans le sport et le foot d'Idavi, Bruno Didavi. Une pensée vers Bruno. Et parlant justement parlant de Didavi, il y a Dido Lanvi qui s'en est allé hier. Félix alias le pêcheur. Une grosse voix de la musique gospel du Bénin. Traditionnel. Et il a fait son temps aussi. De toutes les façons, il a formé pas mal de personnes. Il a laissé un gros héritage. Et que la délice à chaque nouvelle année, nous faisons que vous avez tout dit. Chaque année, ça passe en boucle. Et ça va certainement encore passer. Du sud au nord, du nord au sud. Donc, il a marqué. Il avait fêté 90 ans l'année passée, donc 91 ans cette année. Il est parti tranquillement. Franchement, il a fait son temps. Et salutations à son fils Bonaventure Didou Lanvi, qui est Woodson, un des meilleurs percussionnistes du Bénin. Il a hérité de son père. Je vous remercie de m'avoir parlé parce que justement, M. Bruno Didavi nous a beaucoup soutenus dans notre marche et également dans tout ce que nous avons fait par cette association. Ah, d'accord. Bruno Didavi, père. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans l'eau qui coule. C'est sûr que... Allez, merci beaucoup. C'est vrai que c'est des notes de tristesse, mais toujours est-il qu'on doit pouvoir rendre hommage à ces personnes-là qui ont été quelque chose d'important dans la vie du pays, d'une façon ou d'une autre. Merci, on se donne rendez-vous samedi. Merci à vous. J'espère tous vous voir samedi. Vous prévoyez une quinzaine de maillots. C'est une équipe d'une vingtaine de personnes. Avec grand plaisir. D'accord. Samedi à 6h30. À 6h30. Moi, ma taille est difficile à trouver, donc quand vous dites toutes celles-là, je me dis... C'est ce qu'on va faire. On va faire appel à je ne veux pas aller attacher après. Qui va arranger la bille sur place pour Allez, merci beaucoup. Merci à vous pour la Monsieur Folara. Merci bien. Ça va être un t-shirt bomba. On va recoudre, on va trouver ciseaux, on va tailler tout ça à sa taille. Voilà. Non, ce ne sera pas nécessaire. Ce sera pas nécessaire. Parfait. Allez, merci beaucoup, mesdames et messieurs. On se retrouve dans une autre rubrique. Tout de suite, on va demander à notre invité de s'installer. On va parler aujourd'hui instant politique. On l'avait dit en introduction que lorsque les élections s'approchent, parfois les crises ne sont pas souvent loin. Et ce n'est pas les événements de 2019, 2020, 2021 dans notre pays qui vont nous démontrer le contraire. Comment peut-on prévenir ces genres de choses? Comment est-ce qu'il faut les gérer si malheureusement cela survient? On va en parler dans cette rubrique. Politique, notre expert est déjà sur ce plateau, Monsieur Emel Guérin, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes expert en gestion de crise, communication, géostratégie également. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, avec vous la première question. Est-il possible de prévoir, de prévenir, de prendre les dispositions
pour qu'une crise n'arrive pas avant et après les élections? Bien évidemment, il y a toute une stratégie pluridimensionnelle pour prévenir des crises post ou pré ou post-électorales, pour dire simplement que des crises électorales. Et même, il y a une charte de l'Union africaine de la démocratie, de la bonne gouvernance, des élections qui n'est pas souvent appliquée par nos États, ce qui crée les conflits. Et il faut dire que en réalité, nos institutions ne sont pas forcément élaborées de façon objective. C'est-à-dire que lorsque il faut faire la promotion des institutions chargées du processus électoral, afin de créer la confiance, afin d'organiser des élections transparentes, équitables et justes. Inclusives. J'en viens, il faut promouvoir aussi le dialogue inclusif. Il faut créer un cadre pour l'épanouissement des jeunes et surtout des femmes, pour qu'ils, cette tranche de la population, se sentent intéressés à un rôle participatif à la gestion de la gouvernance de la cité. Lorsque ces points que je viens de citer font défaillance, ça crée des frustrations. Et quand je parle d'épanouissement économique, vous voyez, il y a souvent des terreaux, des frustrations, c'est-à-dire la précarité de la jeunesse, la pauvreté, la marginalisation des femmes d'une partie de la société. Or, ce sont ces deux composants de la société, les jeunes et les femmes, qui font vivre une population. Lorsque vous prenez par exemple l'Afrique aujourd'hui dans sa globalité, vous avez de 18 à 25 ans plus de 75% de sa population. C'est important. Or, vous voyez, les partis politiques, c'est parfois une coterie, une caste ciblée qui gouverne. Et les jeunes se sentent exclus. Alors lorsque une mauvaise élection, par exemple, ou un processus d'exclusion ou des lois d'exclusion sont établies, cette population est frustrée et puis ça finit par créer des plaques tectoniques. Et c'est ce que nous voyons dans beaucoup de pays. Et ce, depuis 30 ans. Depuis 30 ans, à l'avènement de la démocratie, les choses ont changé. Et on constate qu'on ne fait plus confiance à nos institutions. Qu'ils vous souviennent, en 2016, le président Patrice Talon avait fait le diagnostic extraordinaire. Lors de ce mémorable débat avec son challenger Lionel Zissou. Bien avant ça, avec vous les journalistes, il avait établi que les populations ne faisaient plus confiance en leurs institutions et qu'il fallait changer les choses. Bon, est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé? Je crois que ce n'est pas un apanage béninois. Partout en Afrique, vous constatez que, même en Tanzanie récemment, vous avez vu ce qui s'est passé. Et donc, c'est une frustration qui sont nées des processus ou des procédés, j'allais dire, d'exclusion en fait. Okay. Ben, hier, on parlait du rôle du citoyen dans la gestion des conflits en période électorale. Mais aujourd'hui, de façon concrète, est-ce que vous avez des pistes, des propositions à faire aux citoyens aujourd'hui pour des comportements civiques, citoyens au cours de ces périodes-là? Oui, d'abord, je vous dis que vous le faites déjà. Il faut sensibiliser à la culture de la paix, surtout. Il faut sensibiliser à la culture de la non-violence. Il faut sensibiliser, et ça, c'est la société civile et surtout les journalistes qui doivent faire ce travail, les femmes, les jeunes, au sein de leur famille, au sein de leur école, de leur milieu d'existence. C'est ça la réalité. Et puis ensuite, il faut intéresser la société civile. C'est important. Je vous explique pourquoi. Je vous explique rapidement. C'est-à-dire que vous avez une élection entre plusieurs ou deux personnes. Alors, vous ne voyez pas que et c'est quand même ahurissant de vouloir prendre encore dans les mêmes équipes pour organiser une élection. Il faut des personnes impartiales. Il faut des personnes absolument neutres. Parce que là, on assiste à un phénomène de juge et arbitre. Voilà. Ensuite, vous mettez en place des mécanismes d'alerte précoce pour dire « Ah, ce qui se passe, c'est pas bien. Il faut arrêter. Ça risque d'amener des crises. » C'est ça la réalité. Vous allez constater depuis, en 1991 par exemple, la première élection présidentielle que le Bénin a organisée, c'était le ministère de l'Intérieur qui l'avait organisée. Et ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Mais après, lorsque les spéculations politiques ont commencé, j'allais dire politiciennes, ils ont commencé à ne plus se faire confiance. D'où les Sénats, les CENI ailleurs, ainsi de suite. Mais est-ce que ça a réglé le problème? Non. On constate que ce que j'appelle un abus de majorité, pas la dictature de la majorité, je dis abus, l'excès de majorité. C'est-à-dire que
une partie se dit je suis majoritaire au Parlement ou dans les sessions et profite de cette majorité pour établir des lois qui ne sont pas, qui n'incluent pas les autres. Or, quand vous voyez bien ce qui se passe, il arrive parfois que cette minorité parlementaire parfois a une légitimité large au sein de la population. Mais le processus électoral fait qu'ils n'ont pas pu être présents en nombre au sein de l'Assemblée ou ailleurs. C'est ça la réalité. Et donc je pense aujourd'hui, ces acteurs politiques doivent se regarder dans le miroir. Avons-nous réussi depuis 30 ans? Parfois, on a l'impression que pour préserver la paix, le vivre ensemble, les populations acceptent tout. Quand les politiciens magouillent, quand ils font de l'exclusion, quand ils ne s'entendent pas entre eux, les populations se disent, bon, au lieu de brûler le pays, il vaut mieux, c'est juste 5 ans, c'est juste 7 ans, c'est même 20 ans, ils vont finir par partir. Le peuple béninois est assez passif. Pacifique, d'accord, mais jusqu'à quand un peuple peut rester pacifique et sans se revendiquer? D'abord, je vais citer Platon, qui a pensé qu'il fallait des hommes sages au pouvoir, des rois sages ou des sages rois. Le problème est personnel. C'est pourquoi je n'ai jamais été d'accord avec Barack Obama qui nous dit que nous avons un problème d'institution. Non, nous avons un problème d'hommes, d'État, d'hommes intègres. Les institutions sont dirigées par des humains, par des hommes, des personnes. Et donc, lorsque nous pensons à la nation, à la cité, il ne faut pas penser à soi. Il faut laisser l'égoïsme, la fierté de côté. Parce que ce qui se passe, lorsqu'ils viennent, ils supplient le peuple pour voter. Mais dès qu'ils prennent le pouvoir, ils oublient ce peuple. Ils ôtent au peuple la possibilité de s'exprimer. On dirait qu'il y a quelque chose sur ce fauteuil. Et quand on y assoit, ça, oui, absolument. Ça change carrément. On a tous cette perception. C'est vrai, il faut faire la culture essentiellement de la paix. Pourquoi? Dans une république, il y a une seule composante qui, pour moi, est toujours intègre et qui a le monopole de la violence. C'est les forces de sécurité et de défense. Les civils, les masses n'ont pas le monopole de la violence. Tout à fait. J'imagine, vous, Alain, vous êtes président de la République, et il y a une marche massive qui vient, qui brûle les choses. Vous ne pouvez pas vous taire. Pas du tout. Soyons objectifs, pas du tout. Et sérieux. Vous ne pouvez pas vous taire. Il faut travailler à faire régner l'ordre et la discipline d'abord. Si vous constatez des pays où cette violence de la rue a fini par déstabiliser un pouvoir, c'est souvent finalisé par l'armée. Toujours. En 2014, vous avez vu au Burkina Faso, et récemment à Madagascar, ainsi de suite. Au Mali également, en 2022, c'est l'armée qui finalise. Donc, laissons le monopole de la violence à l'armée. Parce que le désordre va venir. Si nous on laisse, en 2019, vous l'avez évoqué tout à l'heure, j'ai vu des voitures privées brûlées, des stations brûlées, même certains hommes sont fuis au fil de leur maison parce qu'on les rapproche au pouvoir. Ce n'est pas une bonne chose. La violence ne construit pas. Mais cela dit, le rôle, la mission principale, cette défaillance, j'allais dire, incombe à nos dirigeants, qui en fait ne pensent qu'à eux. Vous pensez que c'est leur responsabilité? C'est leur responsabilité puisque le peuple n'est pas allé les chercher dans leur maison. C'est eux qui sont venus vers le peuple. Ils disent, donne-moi ton suffrage et je vais bien faire les choses. Mais après, la désillusion est là, le débois est là, et les peuples n'ont plus confiance aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut rétablir la confiance? La confiance, oui. Mais pas la bonne gouvernance, simplement. C'est pourquoi je dis que c'est un problème d'homme. Oui, mais quand vous dites la bonne gouvernance, je ne vous arrête pas, M. Emel Guérin. Le dirigeant, lui, dit qu'il fait preuve de bonne gouvernance, il dit qu'il fait preuve de transparence, il brandit les trophées qu'il reçoit, mais la population, elle dit, mais moi, je ne vois rien dans mon assiette qui se vide de jour en jour. Monsieur, vous avez beau faire preuve de transparence, de gouvernance claire et tout, ça c'est vous qui le dites, mais dans la réalité c'est autre chose. Alors dans cette situation, qui va faire confiance à qui? Comment est-ce que le dirigeant va pouvoir montrer au dirigé de lui faire confiance, et comment est-ce que le dirigé peut dire je t'ai donné mon suffrage il y a quelques temps, je continue de te le donner, je continue de te faire, tu as honoré ta promesse. Comment est-ce qu'il faut rétablir la confiance? Mais je vais vous dire une chose, le monde change. La planète vit une transmutation. Notre planète se spiritualise. Et en Occident, vous spiritualise. Et c'est ça même l'essence humaine. Quand vous écoutez le discours de Poutine en 2022,
il a parlé de civilisation. Ça change. Quand Donald Trump est arrivé, il a parlé de civilisation. Quand il dit je vais réagir au Nigeria, c'est parce qu'il y a une question de civilisation. C'est ça la question. Le processus que nous avions engrangé depuis 1990 ne correspond pas à nos réalités endogènes et civilisationnelles. C'est ça la grande question. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut un nouveau narratif africain. Oui, je me renvoie vers cet écrivain français, Étienne Chouard, qui a démontré que même les tirages au sort sont plus démocratiques que les élections. Les tirages au sort. Et c'est ce qui se faisait. Mais tant qu'on n'aura pas réinventé notre propre méthode de gouvernance, même aux États-Unis, il y a des fraudes. C'est quand après on a pensé que Kennedy a fraudé. Son élection a été fraudée. C'est ça la réalité. Monsieur Guérin, une minute. Monsieur Guérin, vous proposez qu'on retourne en arrière à l'âge de la pierre ou dans la société africaine pour élire le chef, on le met debout sur une table et on appelle toute la population pour dire, bon, lui là, il veut être notre chef. S'il a volé le mouton de quelqu'un, il faut que la personne lève le doigt et le dénonce. S'il a volé le poulet de quelqu'un, il faut... Vous voulez ça? C'est possible encore aujourd'hui? Je voudrais vous dire, s'il n'y avait pas eu la colonisation, on ferait quoi? C'est ça la réalité. Mais on est là, on est dedans depuis maintenant. Maintenant, non, heureusement, ça n'a pas duré comme les autres nations. Toutes les nations étaient colonisées. Le général de Gaulle, sauf l'Érythrée. Voilà, oui, sauf l'Érythrée. Le général de Gaulle définissait la France comme une terre peuplée de blancs. L'Érythrée ou l'Éthiopie? Et puis l'Éthiopie, peuplée de blancs, qui a subi une influence gréco-romaine plus christianisée. Mais nous, on se définit comment? C'est ça la réalité. On se définit comment? Alors, lorsque nous allons colporter, et encore plus grave, ces méthodes sont aujourd'hui surannées, obsolètes en Occident. Il y a une crise de confiance aussi au niveau des populations européennes. Il y a une crise institutionnelle et de gouvernement. Mais nous, on s'accroche. De force, on sait que ça ne va pas. Mais on continue à vouloir créer sur une fondation déjà délabrée. Et puis on continue, et on va des milliers de morts, des centaines de morts. On ne peut pas construire une démocratie avec des morts. Ce n'est pas possible. Ça ne s'est jamais passé nulle part. Alors, vous pensez et c'est parce que, je vous donne un exemple, par exemple, quand vous prenez les législatives, je donne un exemple. Si vous êtes de quelle circonscription électorale, s'il vous plaît? 10e. 10e, ok. Vous connaissez tous les députés, les candidats? Non. Voilà. Ça veut dire quoi? Vous avez plusieurs arrondissements, plusieurs communes, j'allais dire. Donc, quand il prend une commune B, la tête de liste peut venir d'une commune C. Et les gens de la commune AB ne savent pas à qui ils votent. Ça pose un problème de légitimité et populaire. C'est ça une question qu'il faut régler. Et je pense, pour intéresser les populations, on peut faire cette élection législative. Nous sommes tout un petit pays. On n'est pas la France, on n'est pas la Russie. Pour que sa commune ait son député. Tout le monde se sentira impliqué, intéressé dans la gouvernance. C'est ça qu'il faut commencer par faire d'abord. Nous, on était précipités avec cette conférence nationale. Et vous vous souvenez, le PCB traitait cela de marché de dupes. On constate 30 ans après que on a l'impression que le PCB a raison. A raison, mais bien sûr. Moi, j'ai fait une étude en constatant que 30 ans après, il y a eu plus de violence, plus de morts politiques ou d'exilés, tout ce que vous voulez, pendant 30 ans que pendant la dictature. Regardez la Côte d'Ivoire, par exemple. Les années de fouet, il y a eu combien de morts? Gbagbo rentre en prison, il ressort tout le temps. Mais aujourd'hui, un démocrate bonté vient, on a vu ce qu'il a fait depuis 10 ans. Est-ce que ça, depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Bon, ben, il a continué. Est-ce que vous vous sentez bien dans cette situation où on tue, il s'assied sur des fauteuils ensanglantés et puis ça continue? C'est une nouvelle réflexion que vous posez là et franchement, je me dis si on a 77 communes et à l'Assemblée nous avons 109 députés, la chose est possible. Chaque commune peut avoir son représentant. Il faut tenir compte de nos racines. Nous avons des chefs traditionnels. Nous avons 12 départements, je crois. Il faut les impliquer. Parce que ce sont eux qui vont parler à leur base. Il faut parler à la violence. Mais est-ce que quelque part, le gouvernement a réhabilité la chefferie traditionnelle tout en lui interdisant d'intervenir dans le monde politique? Je pense que c'est une erreur. À la base, quelque chose se passe. Je vais être honnête avec vous. Vous avez les derniers réglages de modification de la Constitution avec le Sénat. Je vais être honnête avec vous. Pour ma part, je pense que si ça se fait tel que c'est dit,
ce sera l'institution la plus démocratique possible. Dites-moi pourquoi. Quand je prends par exemple les anciens chefs d'État, M. Patrice Talon, Soglo, bientôt chef ancien président. Ils ont une base. Ils ont une frange de la couleur qui les suivent. Les autres aussi également. Et donc, à part la Cour constitutionnelle, on ne les connaît même pas. Mais ceux-là, quand ils ne vont pas s'adresser à leur base, je pense qu'il y aura plus de paix. Et comme ça, on va commencer par faire les choses bien, en évitant toute disposition qui exclut. Et c'est ça, justement, qui crée des frustrations. Quand vous parlez d'éviter des dispositions qui excluent, le Sénat, dans sa forme actuelle, telle que votée par les députés, a le droit, se donne le droit de déchoir des citoyens de leurs droits civiques et politiques. Est-ce que quelque part, on n'est pas en train de se diriger vers une cristallisation des positions, une radicalisation presque? Non, je ne pense pas. Le problème, c'est la gouvernance des hommes. Si l'on veut avoir un Sénat qui s'inscrit dans l'histoire, je veux dire, un jeune Américain a demandé à Winston Churchill, à monsieur le Premier ministre, quel est votre secret de gouvernance? Vous savez sa réponse? Il dit, il faut lire l'histoire. Il faut lire l'histoire. Oui. Et l'histoire est tragique. C'est comme André Malraux qui disait à Giscard d'Estaing que ce qu'il ignore, c'est qu'il ignore que l'histoire est tragique. Nos gouvernants ignorent que l'histoire est tragique et sera toujours tragique. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que à un moment donné, on se voit plus fort. On ne pense pas à la masse. On ne pense pas, on se voit pratiquement comme un dieu à un moment donné. Et j'ai eu le privilège un jour d'interviewer l'ancien président Zissou, Émile, et qui m'a dit, écoute mon fils, quand les jeunes m'ont déposé, c'est-à-dire le coup d'État, il était enfermé dans un local un peu sombre, et dès que la porte métallique était fermée, il dit, il a vu tout noir, il voit un écran lumineux devant lui, et il regardait ses fautes. C'est faux. Il dit, mais j'ai fait ça. Mais j'aurais pu ne pas faire ça. Vous comprenez? Et comme moi, de la dernière fois, il dit un président a deux bras. Il y a ceux qui sont à gauche, qui lui disent de foncer tête baissée. Ceux qui sont attention. Il revient à sa conscience. Donc, le chef d'État, au sein de la responsabilité de leur libre arbitre. Et je pense essentiellement que le pouvoir est d'origine divine. Et lorsque Dieu vous donne cette opportunité de gouverner des hommes, et que vous ne regardez pas Dieu, vous ne regardez pas l'esprit divin pour juger, je crois qu'aujourd'hui, vous constatez avec moi que le karma est en train de tomber. Le jugement divin arrive. Et tout dirigeant, je vous le dis très franchement, vous pouvez l'écrire, qui ne va plus conseiller son peuple pour diriger, va s'effacer par l'histoire. Oui, mais quand vous dites ça, nous avons écouté encore et encore les députés nous dire qu'ils sont les représentants de ce peuple et qu'on n'a pas besoin d'aller au référendum, par exemple, pour consulter directement le peuple. C'est ça l'absurdité du processus, de tout ce qui englobe le système électoral béninois. Il est amphigorique. Personne n'y comprend rien. Donc pour vous, aujourd'hui, il faut carrément changer, revoir ce système électoral. Il faut tout revoir. Pour que les peuples... Vous voyez, il y avait eu un engouement en 90. Et après, on est né où aujourd'hui? À l'avènement de... Voilà, ça s'est quitté. Les populations baissent. On se fout de... On ne pense qu'à eux. Vous voyez des gens qui ont fait tant de promesses. Et puis rien n'est respecté. Mais après. si on va également, si on va tout le temps suivre le peuple, est-ce que le pays va avancer? Parce que qu'on le veuille ou pas, dans la masse aussi, la masse n'est pas unanime sur tous les points ou tous les projets, toutes les actions du gouvernement. C'est pourquoi je propose en fait qu'il faut intéresser toutes les composantes de la société. Notre société est malade du mensonge, est malade de la tricherie, est malade de l'hypocrisie. C'est ça la réalité. Si tout le monde est intéressé, au fin fond, nous avons la chance d'être un petit pays. 12, 13, 14 millions d'habitants, c'est gérable. Alors, lorsque les jeunes à côté voient que d'ici là, quelqu'un est nommé, puis après, sa vie change, on sent cette frustration et c'est naturel. Et qu'il n'y a pas de projet. J'ai parlé tout à l'heure, pour éviter les crises pré- ou post-électorales, il faut créer un climat d'épanouissement économique pour les jeunes et pour les femmes.
Mais lorsqu'on ne sensibilise pas, lorsqu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, les sociétés civiles ont pactisé avec le diable et qu'on ne peut plus dire une certaine vérité, eh bien tout le monde, c'est ça la réalité. Mais je vais vous dire en fait, dans une nation, je vais vous compter rapidement, parce que nous sommes béninois, un grand professeur d'histoire à l'université m'a raconté qu'il y a un roi d'Abomey, et dans les textes non écrits du royaume d'Abomey, il est interdit de tuer un fils d'Abomey, qu'un fils d'Abomey tue un fils d'Abomey. Oui. Et donc, sur une machination sordide, le roi a fait une erreur et puis il a fait exécuter 2 jeunes qu'on lui aurait dit avoir tué quelqu'un. C'était une erreur. Alors, le conseil de ça s'est réuni. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont destitué le roi. Ils l'ont ligoté, chicoté. Ils ont fait des bains et on l'a réinstallé. Pour dire, quand on a sauce, on vous fait asseoir sur ce fauteuil. Parce que c'est ce conseil de sage, c'est que c'est Laura qui l'a désigné. Et c'est pourtant, est-ce qu'on le fait encore aujourd'hui? Même, on a découpé toutes nos racines spirituelles. Et puis on dit, il faut aller apprendre la politique à l'école. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça, qu'est-ce que ça en Sciences Po, on appelle ça l'air des furies. C'est-à-dire, lorsque les frustrations sont emmagasinées, l'air des furies, c'est quoi? C'est-à-dire que la population est déchaînée et sans contrôle se disent, je n'ai plus d'espoir, on peut me tuer, il n'y a pas de problème, et on y va. On n'en arrivera pas. Voilà. Alors, le Maghreb, ce qui s'est passé dans le Maghreb aussi. Aujourd'hui, l'univers est favorable. Vous savez, l'univers est favorable à l'Afrique aujourd'hui. C'est le temps africain. Puisque le jugement divin tombe, nous, on est encore un continent vierge. On a subi 12 ans d'esclavage arabe, après 4 siècles, pardon, 12 siècles, après 4 siècles d'esclavage transatlantique, et puis après colonisation. Bon, alors, donc, on est les peuples les plus meurtriers du monde. Alors, dans ce cas, maintenant que le diagnostic est là, nous sommes en pleine période électorale, comment est-ce que le Béninois va protéger son pays? Et je l'ai dit tout à l'heure, il faut sensibiliser. Vous devez sensibiliser la population pour dire la violence ne règle rien. Toutes les révolutions, absolument, toutes les révolutions ont été menées par une minorité. Après, ce qui s'est passé en 2014 au Burkina, la suite, rien, pipeau, rien du tout. Le printemps arabe, ça n'a accouché de rien du tout. Donc la rue ne gouverne pas. Il faut se mettre dans la tête, ça n'aboutit à rien. Au contraire, les politiciens s'en approprient rapidement et déroutent l'aspiration des peuples. Et c'est ce qui est en train de se passer au Sénégal. Le Sénégal a réussi au moins, il faut reconnaître, à avoir une liste électorale fiable, crédible et transparente. Il faut qu'on y arrive. Il faut que la Sénat ou les CENI, mais c'est une institution baroque, s'il vous plaît. Il faut des gens purement et totalement neutres. Je ne peux pas être là, vouloir organiser, ne pas vouloir tricher pour mon parti. Notre Sénat actuel, c'est pas neutre? Pas du tout. Mais attendez. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas neutre? Mais regardez la composition. Depuis toujours, elle n'a jamais été neutre. Les tests même de la Sénat ne lui permettent pas d'être neutre. Puisque le président désigne, l'Assemblée désigne, et on va prendre quelques-uns de la société civile. Donc ses propres tests, sa propre proposition montre qu'elle ne peut pas être impartiale. Est-ce qu'on pourrait demander, par exemple, que les têtes pensantes, les têtes de pont de ces institutions démissionnent des partis politiques, par exemple, qui ne soient membres d'aucun parti politique, et qu'on arrive à avoir une institution neutre, comme vous le dites? Vous savez, l'erreur de nos gouvernants, et surtout de la rupture, et l'impression que le printemps talon a été grisé par les partis politiques. C'est le président le plus généreux des partis politiques. Il prend notre argent, il leur donne. Et après, c'est eux qui l'insultent. Vous comprenez? Les partis politiques, comme les régions, sont source de division, de guerre. Les partis politiques, je répète, et c'est sûr que je me rejoins, j'accepte la thèse, le manifeste de Simone Veil, la philosophe, qui dit qu'il faut que les partis politiques disparaissent. Ça nous saoule, s'il vous plaît. Et c'est une coterie, c'est un groupe de personnes nous avons décidé à la conférence nationale que c'est eux qui animent la vie politique et parfois même le citoyen lambda dans son indépendance. Mais attendez, la conférence nationale n'est pas une Bible, s'il vous plaît. Et je dis souvent, je les appelle des conférençards. Vous remettez tout en cause sur ce plateau. Et c'est ce que l'actuel président nous avait fait croire en 2016. Lisez bien son programme. Elle est formidable. Mais malheureusement, ça n'a pas été appliqué. Les choses sont là, c'est un fait. Et que c'est lui qui a fait ce système partisan, c'est un bourbier.
Et vous constatez avec moi que même certaines frustrations sont au sein même de la majorité présidentielle. Et ça va exploser bientôt. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça a commencé avec les démocrates. Ça va, oui, c'est naturel. C'est naturel. Et c'est là, je trouve la malhonnêteté politique et intellectuelle de nos dirigeants politiques. Vous savez qu'il y a des tests, qu'il y a des lois qui sont à le voir d'exclusion. Puis vous allez vous accepter. Et puis après, comme au Cameroun, on appelle le peuple à descendre dans la rue. C'est une malhonnêteté. C'est ça la réalité. Vous n'avez pas appelé le peuple pour faire vos négociations. Voilà, avant de compétir, il faut que vous entendiez sur le maximum pour éviter. Donc en réalité, le peuple, ce n'est pas eux qui créent les conflits. Oui. Ce sont nos politiciens. Ce sont les partis politiques qui estiment que non, je suis lésé, ça ne va pas. Jetez un coup d'œil. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Tous les partis politiques sont sur l'internet. Mais aucun ne met le membre de ses adhérents. Vous n'allez pas avoir 2 millions. De façon totale, vous n'allez pas avoir 2 millions. Pour preuve, l'élection présidentielle de 2021 a 1,9 million à voter pour le président. Nous sommes 14 millions. Où est l'exclusion? Faites le calcul. C'est quelle démocratie? Alors c'est le pouvoir au peuple. Maintenant, il faut aussi se démystifier. Ce n'est pas les élections qui font une démocratie. Attention. C'est ça aussi. Ce n'est pas les élections qui font une démocratie. Et pour la petite histoire, lorsque les sénateurs romains ne voulaient pas que Jules César devienne un dictateur, un empereur, ils l'ont assassiné. Et après, c'est pour avoir un empereur pendant plus de 1000 ans. C'est ça la réalité. Alors, faisons alors en sorte que chacun joue son rôle. Nous, on joue le nôtre en sensibilisant, en faisant en sorte de demander à chacun de préserver le pays loin de la violence, parce que la violence ne fera jamais bon ménage avec le développement. Et dans le même temps, il faut donc que les politiciens également soient le plus équitables, le plus juste possible. Absolument. Si vous devriez dire un mot de fin. Je voudrais dire qu'il faut avoir de l'espoir et qu'une nouvelle génération de dirigeants, de gouvernants arrive, et c'est celle-là qui va changer les choses. L'élite ancienne a échoué. Simplement. Eh bien, voilà le verdict de M. Ebel Guérin. Merci d'avoir participé à cette émission. Revenez quand vous voulez. Et surtout, merci pour votre disponibilité. Merci infiniment. Je sais de quoi je parle. Pardon. Décidément, les chats, ils se promènent dans nos gosses. Partout. Allez, on vous souhaite une bonne journée. Merci, et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, nous allons donc laisser les politiciens, laisser tout le reste. Et puis aujourd'hui, on va parler d'autre chose dans cette rubrique qui va s'annoncer. On va vous faire découvrir le Bénin autrement. Le pays est en mouvement et chaque citoyen joue sa partition. Et le Bénin, quand vous venez dans ce pays, on va vous parler d'agriculture, mais est-ce que vous savez que votre agriculture peut devenir un instant de détente? Ghislaine a dit. Je suis dans la joie. Ça me rappelle le maire de ce pays. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car je vais m'alléger. Je suis dans la joie, mais je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Ça n'a rien à voir avec la rubrique. Elle nous a eu. Sérieusement et sauvagement même. Mais vous n'allez pas manquer de joie avec ce que je vous ai apporté également pour la rubrique. Dites-nous tout. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'un site pas comme les autres. Une ferme éco-touristique qui allie bien et qui attire bien, je vais dire, les familles et bien d'autres les touristes, les artistes, ceux qui ont envie juste d'aller prendre de l'air, de se détendre. Alain, quand vous prenez vos congés, vous avez envie de voyager, vous allez où souvent? Moi, je circule il sort du territoire. Non, je circule un peu dans le pays. C'est vrai que dans mes missions, en tant que journaliste, je parcours le pays déjà pour les documentaires et tout. Oui, on parcourt le pays quand on est sur le terrain, mais il y a des... Après, je voyage. Je n'ai pas encore fait du tourisme local. Alors maintenant, moi, je voudrais quand même, à partir de cet élément, inciter chaque Béninois à s'intéresser au tourisme local. Nous avons du potentiel. Et vous allez le découvrir tout de suite avec cet élément.
quelques kilomètres des grands axes de Toribocito dans le département de l'Atlantique, une ferme écotouristique attire de plus en plus les attentions. Un site où l'on vient pour se ressourcer, mais aussi pour comprendre comment se construit un tourisme plus durable. Entamons notre visite au milieu des volières. Ici, poulets de diverses races, pintades, canards et dindons cohabitent sous l'œil attentif des éleveurs. On a un couple de grues royales, ceux qui sont en face là. On a un couple de paons qui est là aussi. On a l'aigle royal de la Libye qui est également là. Mis à part ça, on a l'ibis sacré. Donc dans la race des animaux, on a deux catégories. Il y a les herbivores et les carnivores. En plus de ça, on a les deux types d'oies. On a les oies françaises et les oies guinéennes. À quelques mètres, d'autres espèces attirent les regards. Des lapins, des tortues et quelques chevaux. Au centre du domaine, un étang de pisciculture, lieu de production mais aussi de pédagogie. La ferme mise également sur le loisir. Plusieurs aires de jeux y sont installées, une façon d'offrir un moment de détente aux visiteurs tout en rendant la découverte accessible aux plus jeunes. Les jeux que nous voulons faire apprendre à nos enfants qui viennent, c'est de leur apprendre à faire des pépinières, à comment donner à manger aux lapins, comment s'occuper d'une plante. Tout ça, là, on est en train de mettre ça en projet pour que quand les enfants viennent, quand ils rentrent avec une plante, ils peuvent s'occuper de ça. Juste à côté, un restaurant qui met en avant les produits de la ferme et de la région. Un choix assumé qui s'inscrit dans une démarche de consommation locale. Et pour ceux qui souhaitent sortir des sentiers battus, des motos et des vélos sont disponibles. Une manière de découvrir la nature environnante en totale liberté, à son propre rythme. De base, c'était une ferme qui était juste pour la famille. Mais avec le temps, on a eu l'idée de faire des chambres. Quand on a commencé à faire des chambres, on s'est dit que les gens pouvaient venir se reposer. Donc c'est là qu'on a commencé à aménager un peu la ferme et nous avons commencé à mettre des gazons. Donc on s'est dit qu'on allait faire plus de chambres, ensuite mettre la restauration pour que les gens puissent venir se reposer comme nous. Dans notre famille, on venait se reposer généralement les week-ends. Donc on s'est dit pourquoi pas faire aussi des chambres ou un espace pour les gens qui souhaitaient venir se reposer aussi. Donc on a rajouté des chambres, nous avons mis un restaurant, un bar et c'est là que ça a commencé à grandir et c'est là que le plaisir est venu de faire juste un ressort. Ambaya se veut aujourd'hui un modèle d'initiative locale alliant loisirs, apprentissage et respect de l'environnement. Un lieu où l'on repart avec des souvenirs, mais aussi avec une meilleure compréhension du lien entre l'homme, l'animal et la nature. Je crois qu'on va amener l'équipe de BLB en villageois. Ben oui, et monsieur Tchabi est prêt à nous recevoir. J'ai à négocier. C'est pour ça que je l'aime là. Elle est une bonne agente. Il suffit juste qu'on s'organise et puis oui. Il nous a très bien reçus. Mais le cadre est très beau, très agréable. Très agréable. On respire les purs. Vous avez vu l'aménagement de la verdure partout. Tous les espaces sont très bien aménagés. Si vous allez en famille, vous avez des coins, oui, allez. Ce qui m'a intéressé dans l'affaire, c'est que c'est une initiative familiale. Oui. Et j'imagine ils vivaient dans une zone, les week-ends, ils venaient se reposer là dans leur propriété. Puis après, ils ont commencé, avec les enfants, ils ont commencé à réfléchir à comment attirer d'autres personnes. Ils ont commencé par inviter d'abord des amis et tout doucement, comme l'a dit la gérante des lieux, c'est devenu un ressort où des familles peuvent venir. Vous pouvez venir entre amis. Si vous avez les béninois de la diaspora, quand ils rentrent, ils ont envie de quitter Cotonou. C'est pas loin de chez Alain. C'est à Tori. Vraiment. Et vous imaginez, moi, pour un amoureux de la nature. C'est juste le vélo sur la route qui a attiré l'attention de mes enfants. Tout à fait. Ils ont dit, maman, il y a quelque chose dans ce coin ici, regarde.
on venait de Toric, on a pris par la nouvelle voie parce que je voulais essayer le goudron qui était mis là tout neuf. Et le vélo a attiré le regard de la toute petite. Et elle dit, bon, voilà, quelque part, on va se retourner pour aller. On était en promenade. Et on a pris le sentier et on est allé tomber dessus. Je vous assure. Quand vous y entrez, vous tombez amoureux. Oui, j'ai vu notre VCT, oui, exactement. Franchement, c'est intéressant. Une belle déco. Regardez comment c'est joli à l'antenne derrière. Non, très beau. Non, il y a quelque chose qui marche, enfin, vous l'avez déjà dit, quelque chose qui intéresse parce que il y a longtemps que les Béninois les familles se sont éclatées. Il n'y a plus cette collégialité où on crée en famille et on reste en famille pour évoluer. Je dis ça, c'est à garder. C'est une entreprise familiale. Merci, c'est une entreprise familiale. Les Mitsubishi ou Yamaha et autres, les Chinois sont champions en ça. Les Chinois, les Japonais, ce sont des entreprises familiales. Mais nous, petit à petit, c'est devenu une famille nucléaire. On est devenu encore plus nucléaire que les Européens. C'est terrible. C'est compliqué. C'est fou. J'ai aussi quand même poussé un peu plus loin ma curiosité en demandant aux promoteurs comment est-ce que l'initiative a pris corps et comment est-ce que, quand on a envie, nous aussi, de nous investir dans cela, comme vous l'avez dit, c'est une entreprise familiale. Alain a fait la remarque aussi, pendant que l'élément passait, ça doit coûter très cher, c'est clair. Mais rien ne se fait, rien de beau ne se fait sans passion. Monsieur Clément Tchabi nous le dit. Pour se lancer dans ça, il faut être disponible. Il faut d'abord aimer ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas regarder ce que vous investissez. Avoir l'objectif et se mettre dedans. Le plus important, c'est la disponibilité de soi-même. Parce que quand vous avez le projet, vous vous faites accompagner, les gens ne vous comprennent pas sûrement. Mais c'est à la fin, quand les résultats commencent par sortir, qu'on croit que, bon, voilà ce qu'il faisait. D'abord, l'idée première, c'est de la ferme à l'assiette. Ce que nous produisons ici, ça doit être ce que nous consommons, ce que les clients consomment aussi. Nous n'avons pas encore atteint ça à 100%. Et aussi la capacité d'hébergement envisagée, on n'a pas encore. Même il y a un projet de piscine parce que quand les gens viennent, ils veulent se sentir à l'aise, s'amuser, être vraiment dans un cadre paisible. Pour le moment, on n'a pas encore atteint ces objectifs-là. On est à l'écoute de nos clients et c'est ça qui motive aussi ce que nous faisons. On fait tout pour accompagner aussi l'ambition du gouvernement de mettre des cadres propices à la disposition des étrangers comme des Béninois. Surtout, pour s'investir dans la ferme, il faut aimer. Il faut aimer la ferme. Il faut aimer se salir. Quand vous voulez aller à la ferme, vous devez vous mettre dedans. Parce que ceux qui vous accompagnent doivent vous voir aussi en train de travailler. Ce n'est pas venir rester, puis donner les conseils et vous repartez. Quand vous repartez, c'est quelque chose d'autre qui va se faire derrière vous. Donc quand vous voulez faire la ferme, il faut que vous soyez disponible pour ça. Que vous soyez là, que vous aimez la ferme comme votre femme. Que vous aimez la ferme comme votre femme. J'aime la conclusion. Ah oui, et tout est FF, la ferme comme votre femme. Non, mais moi-même, j'ai aimé la ferme comme heureuse. Ça résume tout. Ça résume tout. Il faut aimer. Il aurait pu dire, il faut aimer la ferme comme votre famille. Mais il dit comme votre femme. Parce que la femme, votre femme, vous devez l'entretenir, la chérir et tout. Mais la femme est pareil. L'entretenir, la chérir. Vous n'avez pas droit de tourner, de détourner votre regard si vous voulez qu'elle vous réponde. En tout cas, ce qu'on a vu là, on a compris qu'il aime vraiment sa femme. Et qu'il aime sa ferme. Il aime sa femme. Il est ferme là-dessus. Il est ferme sur le ferme. Alors, elle n'est pas belle, ma découverte? Ah, mais bien sûr. Je ne mérite pas un banc. C'est moi. Ah ben voilà, rendez-vous est déjà pris. Merci. Bamidele, toi tu as été éclaireuse, éclaireur.
Madame Danande ira confirmer. C'est du genre, elle ira faire la dégustation. Voilà, et puis après toute l'équipe prend. Non, mais il faut dire que la destination Bénin est vraiment bien vendue. Ah, je pense que notre pays, mesdames, on messieurs... a des gens de sites, on en a plein un peu partout. Hein. On en a plein un peu partout, mais dans de différentes formules, en fait. Oui. Et vous savez quoi? J'ai compris une chose. Le chef de l'État, tout le monde a ça au bout des lèvres. Il aime le beau. Et c'est comme s'il a imprégné cette manière de voir les choses dans une beauté ou avec une beauté que... Et aujourd'hui, tout le monde ceux qui le faisaient pour leur propre plaisir, avec cette allure que le gouvernement a donnée à la beauté, eux tous ont commencé à voir qu'ils faisaient quelque chose d'intéressant. Et ils s'y investissent. Monsieur Clément Tchatchabi, par exemple, il est opérateur économique. Mais aujourd'hui, il délaisse pratiquement les activités d'import-export pour se concentrer à cette ferme. Mais tu sens qu'il a de la joie. Il passe le plus clair de son temps. Et donc, il a investi sa famille dedans. Média, d'accompagner ces initiatives et surtout d'inciter les Béninois à aller découvrir leur propre pays. Et j'avoue que cette émission a fait la merveille qu'il faut pour accompagner. Je vais vous inviter à aller voir M. Djosso aussi. Il est de quel côté? Dentiste. Il est vers Calavi, lui aussi, il a une ferme et il investit aussi dedans. Il a laissé tout ce qui est dentiste, le papa. Ah oui, le fils s'occupe du cabinet. Mais il dit que lui, sa vie, c'est maintenant à la ferme. Mais vous ne me demandez pas maintenant pourquoi j'étais heureuse. On comprend maintenant. Mon bébé d'amour fête son anniversaire aujourd'hui. Ma fille aînée fête son anniversaire aujourd'hui. Waouh! Je partais ce matin, elle dit maman, je pensais que tu allais passer la journée avec moi, mais tu pars tôt aussi, c'est pas très tôt. J'ai dit bon, d'accord, assois-toi, regarde la télé, je te fais un coucou. Alors nous, toute l'équipe, on va lui souhaiter un message à elle. Ah, Camille, ma chérie, tu sais combien je t'aime? Non, ma chérie, c'est juste ce que je te dis. Je t'aimerai encore plus. Camille, tu as aussi des anniversaires. Oh, j'ai la des chair de tontons et poule. des tatas ici qui t'aiment aussi. Franchement. Et qui ensemble vont te dire Happy birthday. Anniversaire. Camille, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Camille. Tout à l'heure, quelle voix tu as appréciée parce qu'ils ont voulu nous montrer qu'ils ont de belles voix. Les hommes là. Surtout Alain là. Ah bon? On n'a que des talentueux par ici. Hein. Je ne savais pas. Moi j'ai un message à Camille, c'est déjà de te remercier pour ton accompagnement par rapport à maman, parce que si tu la laisses, elle est là tout le matin avec nous à l'heure, c'est que quelque part tu joues un rôle, un grand rôle. Et franchement, merci pour ça. Merci à tous les enfants qui supportent leurs parents, qui font en sorte que les parents aillent au front, au charbon pour jouer leur partition pour le développement de la République. Cette pause pour dire merci à nos enfants. Il faut dire merci à nos enfants, à nos familles, quelles soient. Allez, Ghislaine, franchement, vous avez fait un excellent travail. Merci. On aura d'autres coins à découvrir dans le pays. Et c'est le moment. Comptez sur mon tibia. On ne va jamais cesser de le dire, chers promoteurs. La SRTB aujourd'hui est dans la dynamique de vous accompagner. Et hier, je vous ai filé le nom de quelqu'un, M. Souleymane Achanti. Allez le voir à la direction, l'ex-direction des relations publiques. Lui et toute son équipe, ils vont vous accompagner pour que nous autres, on ait la possibilité de vous accompagner dans vos initiatives. Et ça a commencé. Et ça a commencé. À la fin de l'émission hier, j'ai croisé fortuitement quelqu'un dans l'enceinte là et il disait je suis venu voir M. Souleymane Achanti. Je vous assure, c'est pas de l'émotion. Et j'ai dit à M. Souleymane Achanti ici à la télé, mais ressortez, prenez la voiture, ressortez, c'est de l'autre côté, c'est à l'ancienne maison. Donc, M. Souleymane Achanti n'est pas à la télévision ici. Voilà. Sa direction, c'est au niveau de la direction des relations publiques. Alors, la direction commerciale et de la communication est située dans la rue de l'ex-hôpital Kangezo, non loin du carrefour du siège de la Sommet. Alors, si vous voulez en face de Messe des Officiers. Messe des Officiers, qui est en train de devenir le prolongement du CNH. Oui. Rentrez dans la rue, demandez M. Souleymane Achanti.
Ah, monsieur Suleiman, il faut vous préparer. Hein? Voilà. Ça va crépiter. Ça va crépiter. Merci beaucoup. De toutes les façons, nous, on est heureux de vous accompagner. Quelles que soient vos activités économiques dans le pays, votre chaîne de télévision vous accompagne et vous accompagnera toujours. Et on ne peut pas accompagner les personnes si nous ne sommes pas en bonne santé. Exactement. C'est clair. On ne peut pas venir vers nous s'ils ne sont pas en bonne santé. Et on ne peut pas se rendre sur ces genres de fermes si on n'est pas en bonne santé. Voilà. Et donc, mesdames, messieurs, on va parler santé. Santé, nous avons commencé par le dire depuis hier, les maladies cardiovasculaires, voilà. Comment est-ce que chez l'homme masculin, voilà, comment est-ce que l'on peut prévenir la chose? Bien sûr, comment il s'appelle, professeur Sonon Arnaud a promis malheureusement, ce sont les contraintes professionnelles qui font qu'aujourd'hui on n'a pas pu l'avoir, sinon on dirait qu'il avait accepté hier. Et sans quand même pour autant laisser les téléspectateurs ainsi qui ont pris le rendez-vous, nous allons juste les entretenir sur les moyens de prévention dont il avait parlé, les moyens de prévention qui sont beaucoup moins de stress. Et par rapport à la gestion du stress, je crois que nous sommes en train de préparer un numéro purement sur ça. Comment éviter le stress dans sa profession et à la maison. Parce qu'il faut le dire, beaucoup d'hommes aujourd'hui se plaignent du stress que leur épouse ou leurs épouses les font vivre à la maison. Donc, nous avons un numéro avec Rama Tabatao. Si quelqu'un va devenir polygame, là, c'est la vie est un choix. Même si systématiquement, il s'est déjà créé du stress. Mais ils font partie de nos téléspectateurs. Ce sont nos téléspectateurs. Des compatriotes. Oui, bien sûr, bien sûr. Et la gestion du stress, nous avons un numéro qui se concocte là pour vous. Nous allons vous faire découvrir des techniques de relaxation pour vous libérer du stress professionnel, du stress familial, du stress quotidien, pour éviter les maladies cardiovasculaires. Parce que le médecin l'a précisé hier, en dehors de la gestion du stress, le sommeil. Il faut dormir. Les sommeils 6 heures minimum par nuit. Pas par jour. Hein. Par nuit. Par nuit, voilà. Effectivement. Le sommeil tardif, ça c'est le nid que vous dressez aux maladies cardiovasculaires. Mais pour nous autres qui devons préparer nos émissions tard dans la nuit, il y a toujours un changement, il y a toujours un texto qui vous parvient. Toujours... Un peu comme avec moi, c'est après 23 heures qu'il me le notifiait, donc c'était un autre stress qu'il m'a généré. Non mais, on a compris. Ceux-là qui sont dans un travail tardif, nocturne, doivent se reposer, doivent faire l'inverse. Il faut forcément qu'on trouve ce créneau-là pour, surtout les repos de 15 minutes et tout, ça aide beaucoup. Franchement, ça aide beaucoup. Alors, en dehors du sommeil, en dehors qu'on doit quand même avoir, en dehors du stress qu'on doit gérer, il y a notre alimentation. Ça, c'est le gros lot. Et ce qu'on cite depuis là, ce sont des comportements qu'on peut modifier, sur lesquels on peut agir. Ce sont des comportements que nous-mêmes, nous pouvons améliorer chez nous. Notre repas, notre assiette doit être une assiette saine. Oui, franchement, c'est important. On a tellement de problèmes. C'est un peu comme moi, ma mère me disait, maladie cardiovasculaire, c'est vrai, mais est-ce que ce n'est pas également des maladies pour les riches? Parce que ma maman est décédée, je n'ai jamais entendu parler de ça, de diabète et consorts, mais aujourd'hui, moi, je me plains, j'ai peur. Franchement, il faut que l'assiette soit saine. Pas besoin de manger trop gras. Nos anciens mangeaient des frettins, du piment, un peu de sel. Mais aujourd'hui, vous voyez les jeunes, ils arrivent chez nos amis Diallo, ils achètent spaghetti, fait avec l'huile déjà, ils ajoutent mayonnaise, ils ajoutent sardines, ils ajoutent le pain, la viande, c'est un le mélange pain avec les spaghettis, c'est déjà de blé sur du blé. C'est comme si vous achetez du hacheke, vous voulez manger du hacheke, vous saupoudrez ça encore du gari. Parlant de hacheke, les gens prennent hacheke avec abobo. Oui. Avec abobo. Le haricot bouilli, et ils prennent encore du pain dessus. Nous avons des habitudes alimentaires terribles. Et quand tu te questionnes... C'est quand on était jeune qu'un ami, il était très fier d'avoir son pain avec les pâtes alimentaires, spaghetti dedans. Et quelqu'un lui dit, mais
tu manges du blé, il n'y a rien dedans. Mais il vont le décourager. À Tassi, il y a un soupçon d'haricots. Il y a œufs dessus, il y a viande, fruits dessus. Il y a la friture, il y a œufs bouillis, viande frite, poisson, fromage, saucisse. Franchement, on exagère. Ou bien qu'ils appellent seringue. Le banzo avec des œufs, ça vous rappelle c'est la raison pour laquelle Alain faisait le constat de ce qu'aujourd'hui, les AVC frappe beaucoup plus la jeunesse. Oui, parce qu'on mange mal. Mais très mal. Et au-delà de ça, il y a le phénomène, avec quelle qualité d'huile? Il y a le phénomène de chicha. Il y a le tabac qui fait rage. Si on élimine tout ça. Le gouvernement interdit ça. Les préfets, la plupart des préfets interdit ça. Mais est-ce que vous savez que ça continue dans les bars? Oui, ça continue dans les bars. C'est dommage. Il y a tu vas des gens qui veulent s'enrichir sur le dos des patients. Espace tabac, espace fumeur. Et on va revenir sur... Bien sûr, il a promis revenir. On va revenir sur le sommeil dont vous parlez au cours de la journée. Le sommeil. 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Ça fait ce sont des sommeils réparateurs. Franchement. Voilà, qui sont différents du sommeil de la nuit. Il faut trouver le créneau dans la journée de pouvoir poser sa tête quelque part. Obligatoire. Moi, depuis qu'on a commencé cette matinale, je ne dors plus la nuit. Dans notre métier, c'est compliqué. On se fait parfois dans les divans de la rédaction et puis ça y est. J'avoue que quand le médecin parlait de ça hier, j'ai franchement eu peur un peu pour moi-même. On a un certain nombre à se retrouver, on disait hier. Moi, je ne dors pas. Ça fait... Mais il faudrait qu'on puisse se réorganiser parce que... la santé n'a pas de prix. Je dis la dernière fois, moi, j'ai constaté des clignotements. Involontaires de tes yeux. Et je dis, mais c'est quelle histoire? C'est à gauche ou à droite? Ça a commencé par un côté, après l'autre, et puis j'ai commencé par dire, bon, ça c'est quoi? Ah non, on a besoin de vous. On a pensé que c'est... Bon, en même temps, quand on a des soucis de santé, on se dit, c'est pas spirituel ça. Non, mais c'est un problème de santé. Le médecin a dit, non, mais heureuse, il faut dormir. Et tu vas constater que ça va s'arrêter. Exactement. La dernière fois, quand j'ai eu une petite crise de santé, j'étais à la clinique, je ne vais pas appeler le nom de la clinique, mais juste à côté. Après la consultation, les bilans, quand j'ai ramené les résultats du bilan au médecin, elle m'a demandé, madame, vous dormez combien de temps? Ça paraît banal. Est-ce qu'il vous arrive de prendre une pause au cours de la journée, de faire tout là? C'est ça. Elle dit, bon, je vais vous prescrire des médicaments, vous allez commencer à suivre le traitement, on va voir ce que ça a donné. Mais vous devez surtout aussi trouver le créneau de vous reposer suffisamment. Sinon, ça ne suffit pas. Bon, une dernière mesure dont on va parler, c'est l'activité sportive. Ah l'activité physique. Et il a dit, il faut que de temps à autre, qu'on puisse... C'est vrai que les parkings publics ne sont pas monnaie courante ici, mais ailleurs sous d'autres cieux, il y en a et puis vous garez votre voiture, vous prenez, vous marchez. Voilà. Mais pour l'instant, on peut déjà commencer quand même avec les bus, les trains en commun. C'est difficile. Les conditions aujourd'hui, c'est un peu comme le mal du monde des transports. Les bus, nous toc pas. Sinon, c'est un bon moyen quand même de déposer marcher un peu. De chez soi, voilà. Chez soi, voilà. Oui, de déposer le véhicule, marcher de chez soi pour le goudron ou la grande voie, prendre ces bus-là, venir au boulot, marcher pour rentrer. Ça nous aide pour notre santé. J'ai observé que... Je vais vous dire une petite expérience que j'ai faite. Je suis venu, enfin avec Topa, d'abord quand j'étais entré dans le Topa, tous les regards étaient sur moi. Parce que des gens me reconnaissaient, j'ai fait comme si je ne savais pas comment. Non, moi ça m'arrive presque tout le temps. C'est une expérience qu'il faut vivre. On est venu à l'Étoile Rouge et je voulais marcher de l'Étoile pour l'ORTB. Mais à chaque pas, ah, bonjour monsieur, c'est quoi? Vous êtes à pied? Bonjour. Ah, bien sûr. Il n'y a pas de moto. Il n'y a pas de voiture. C'est que tout au long, je ne suis pas sûr d'avoir fait 10 mètres sans qu'il y ait une personne, un questionnement. C'est pas bon. Moi, j'ai observé qu'il y a des salles de gym qui se multiplient dans nos quartiers maintenant. Ah. Oui, dans nos quartiers. Il faut faire des abonnements. Voilà, et puis, vous y allez à des centres de gym. Oui,
pour faire l'activité oui, physique. On en a besoin. On en a besoin. C'est un ensemble pour éviter les maladies cardiovasculaires. Et on a dit c'est la première cause de mortalité chez la femme et c'est la première cause de mortalité chez l'homme. Il faut donc faire attention. Il faut faire attention. Merci Danone de nous avoir... Et la jeunesse est plus visée, malheureusement. Merci de nous avoir rappelé ces mesures de prévention des AVC. Mesdames, Messieurs, prenons la bonne mesure et faisons en sorte de ne pas tomber malade de tout ceci. Allez, les réseaux sociaux, on en parle tout de suite, l'éducation aux médias. Le buzz fait rage. Parfois, les gens s'en donnent à cœur joie sans mesurer l'impact que cela peut produire dans leur propre vie et dans la vie des autres. Le buzz, sa culture, jusqu'où peut-on aller? C'est le thème ce matin. Marvin Promaes Ainado, bonjour. Bonjour Alain, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. Jusqu'où peut-on aller dans le buzz? Bon, la dame au cori. Ah oui. Moi j'ai compris que la visibilité vaut plus maintenant que la réputation. Et certaines personnes sont prêtes à dépasser toutes les limites pour créer du buzz. La visibilité vaut plus que la réputation selon les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, selon les réseaux sociaux, ce qu'on remarque, parce qu'on est prêt à enclencher. Ce qui est tout le contraire de ce qu'enseigne la Bible, par exemple. Normalement. Une bonne renommée vaut mieux que... Voilà. C'est vrai. Maintenant, la visibilité, en fait, est devenue une monnaie d'échange, engagement, contrat, notoriété. Notoriété, même pas crédibilité. C'est ça. La peur d'être oublié pousse à des actions toujours plus extrêmes. Le cas, il y a eu le concours Miss Univers qui est passé, il y a eu toute une polémique là-dessus. Ah oui, ça c'est une histoire. À ce qui paraît, celle qui devait prendre le trophée ne l'a pas eu. Et bien évidemment que ça a suscité des interactions. Il y a eu différents faits qui ont été émis de tous les côtés. Certains même parlaient de racisme, puisque le promoteur de l'événement a dit que 175 pays, 175 visas viennent de l'Afrique, elle ne pourrait pas l'avoir, et là c'est complètement discriminatoire. Ça c'est une information qui est sortie hier, reste à voir la véracité ou la fiabilité en fait de l'information. Sinon en fait le trophée a été remis à l'autre suivant des critères supposés. Donc sur le champ en fait c'est suite aux interactions des différents fans de Olivia Yassé qu'ils ont dit bon c'est elle qui méritait en fait ce trophée là. Donc actuellement sur les réseaux sociaux chaque page aussi ils vont dire c'est elle qui méritait. Oui, donc, actuellement sur les réseaux sociaux en fait chaque page poste ce qu'elle veut, poste tout sur le concours Miss Univers. On ne sait pas réellement qui dit vrai ou qui dit faux. Tantôt ils ont dit que les Amériques se sont emparés du dossier, tantôt la France, bon on ne sait pas réellement. Et cette page là comme en fait c'est une actualité qui est actuelle, juste pour créer en fait du buzz et avoir plus de visibilité, ils sont en train de surfer sur de fausses informations ou de vraies informations. Donc on va continuer le reste demain pour reparler de ça. Mais vous avez été très brève et très succincte ce matin. Oui, parce que le temps est parti. Elle a géré sa chose intelligemment. Et on a aimé. Allez, de toute façon, il faut faire très attention au buzz. Oui. Votre réputation en dépend. Il ne faut pas troquer la bonne réputation vaut mieux que la visibilité. Voilà. Et au Bénin aussi, on a vu ce qui fait rage avec le challenge que s'est donné d'Inès Sonon, la chef Kate Sonon. Nous, on va l'accompagner. C'est le Bénin qui est en jeu. Au-delà des... Et je crois qu'ils sont 2 aujourd'hui pour le Bénin à être enregistrés et acceptés. Et proposition acceptée par Guinness Records. Donc, au moment opportun, le second aussi sera porté par le peuple. Par le peuple. Oui. On le fera loin des buzz. Et ici, il n'y a pas de buzz, il y a plutôt que Marcel Arrossi nous permet de savoir un peu ce qui fait l'actualité au niveau des journaux. Eh bien, ça va être la revue de presse. Ça va être avec Marcel Arrossi, toujours fidèle au poste. Marcel, bonjour.
Alain, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Les quotidiens s'intéressent à la tournée d'explications en cours dans le pays. L'événement précis raconte comment, à peine la réforme votée, les autorités se déploient et vont au contact des populations pour lever les incompréhensions et desserrer les taux des intoxications. Et la scène tient presque du théâtre civique et le journal révèle que les échanges ont eu un effet presque thérapeutique par endroits. Les doutes se dissipent, les campagnes d'intoxication chutent et une partie des citoyens dit vouloir accompagner, mais véritablement, la mise en œuvre de la nouvelle architecture constitutionnelle. La nation, elle, prend la route du Nord et nous embarque dans une tournée de haut vol menée par Barthélémy Kassa, premier vice-président de l'Assemblée nationale, tournée qui traverse, respire, salue les communes de l'Atakora. Kéru, Penko, Kwandé, Natitengu, Bukumbe, Tanguieta, Materi, cite le journal La Nation qui décrit un travail de pédagogie sans phare. Kassa qui explique que nous n'avons pas écrit une nouvelle constitution avant de déplier les modifications comme mandat prolongé à 7 ans, création d'un Sénat, perte automatique du mandat pour tout élu qui change de parti, alors que certains participants regrettent que ces explications arrivent après le vote. La Nation relaie la réponse du vice-président. Le processus reste conforme, a dit Barthélémy Kassa. Le matinal, lui, se penche sur la Cour constitutionnelle. Le journal met en perspective la révision constitutionnelle, redéfinit et clarifie les compétences de la haute juridiction. Avec un style plus doctrinal, le matinal trace une frontière nette. La Cour constitutionnelle juge la conformité. Les juridictions ordinaires protègent désormais et sanctionnent juste les violations des droits fondamentaux. Le quotidien salue une réforme jugée nécessaire, une réforme qui débroussaille, qui éclaire, qui rétablit l'équilibre selon le matinal. Marcel Akhossi, à l'Assemblée nationale, les ministres continuent le défilé. Devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, Fraternité raconte une véritable parade ministérielle, un cortège bien organisé selon le journal, presque un cérémonial, un défilé écrit le quotidien où les membres du gouvernement viennent l'un après l'autre exposer, augmenter parfois, mais toujours pour défendre l'architecture financière de leur secteur. Le quotidien dresse le tableau chiffre en étendard comme pour rappeler que derrière chaque ligne budgétaire se joue un pan de la gouvernance nationale. Dans ce ballet institutionnel, José Didier Tonato, présenté comme ministre du cadre de vie et des transports et de l'énergie et de l'eau et des mines, revient dans l'arène 2 fois dans la même journée. Fraternité l'exhibe comme un homme orchestre pilotant 455 milliards le matin, 175 milliards l'après-midi. Autant dire 2 montagnes budgétaires à gravir sans trembler. Le journal donne ensuite la parole au ministre de l'Intérieur Alassane Seydou qui présente ses 90 milliards, à Aurélie Adamsoulé Zoumarou qui défend avec conviction les 27 milliards du numérique, à Benoît Dato qui porte haut les 30 milliards dédiés au sport, au docteur Benjamin Humpatin qui soumet un budget santé de 198 milliards et enfin à Chadia Assouman qui revendique une hausse notable pour le commerce et l'industrie. Bénin Intelligent, lui, zoome sur un ministère, celui de l'Intérieur. Le journal met en exergue une hausse frappante, le budget de l'Intérieur qui s'élève à 90,6 milliards, soit une progression de 19,54%. Bénin Intelligent insiste sur le sens de cette augmentation. Renforcer l'équipement, consolider la lutte antiterroriste, moderniser la coproduction de la sécurité, intensifier la lutte contre la drogue, l'extrémisme violent, muscler la formation policière, sécuriser les corridors, densifier les patrouilles. Le journal peint une image puissante, celle d'un État sur ses gardes qui investit lourdement dans la vigilance, dans l'anticipation, dans l'action, comme pour dire aux citoyens la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût et il est assumé. Merci à vous, Marcel Akhossi, d'avoir assumé justement la revue de presse. Merci, chers collègues. On se retrouve demain. Avec le même plaisir. Avec la même énergie. Allez, mesdames, messieurs, merci à chacun et à tous et à demain.